Il y a un temps où souffler dans une cartouche, eh bien ça suffisait de réparer un jeu vidéo. Un temps où la Game Boy tenait dans une poche mais pesait une brique. Où on se passait un câble Link pour échanger un Pokémon et où chaque pièce de 10 francs, eh bien ça pouvait lancer une partie de Street Fighter dans la salle d'arcade. Ce temps-là, on l'a pas oublié. Il revient même en force. Mais pourquoi on est encore si accro aux vieux jeux vidéo? Est-ce que c'est juste de la nostalgie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Aujourd'hui, on plonge dans le rétro gaming. Avec Ghislain, gardien d'un lieu hors du temps, l'Extra Life Café. Et Aurélien Simon, qui écrit sur le jeu vidéo comme on raconterait une épopée. Alors prépare ta manette, appuie sur Start. C'est bon? Allez, c'est parti. Bienvenue dans À Contretemps, le podcast qui remonte le fil de la pop culture pour mieux comprendre son impact aujourd'hui. Ici, on décortique des phénomènes cultes, des souvenirs marquants et des tendances qui continuent de nous fasciner. Je m'appelle Robin et pour chaque épisode, j'accueille des invités professionnels et passionnés. Alors installe-toi, mets-toi à l'aise et prépare-toi à explorer la pop culture sous un nouvel angle. C'est déjà le 3e épisode, les amis, du podcast À Contretemps et je suis très heureux, encore une fois, de vous retrouver. C'est un immense plaisir d'être à vos côtés. Merci encore pour tous vos messages concernant les deux premiers épisodes, que ce soit pour la radio, on a reçu Florian Honner, Philippe Yado et l'épisode Pokémon aussi dernièrement qui a beaucoup fait parler avec Julien Bardakov et The Gadget. D'ailleurs, si vous avez loupé ça, je vous invite à aller sur YouTube ou en streaming audio parce que c'est aussi disponible en audio. Ça me fait vraiment super plaisir. Continuez de liker, de partager, de vous abonner et je te vois, tu fais des petits... Likez, c'est bien. Likez, partagez, abonnez-vous les amis, ça fait plaisir, ça aide énormément à faire connaître ce podcast qui est, je le rappelle, indépendant. Aurélien me disait, mais t'es tout seul à tout faire? Oui, je suis solo à tout faire. One man show. Et vous pouvez contribuer d'ailleurs au podcast parce que j'ai encore plein d'idées. On peut aller encore plus loin avec encore plus d'invités dans des lieux encore plus grands et pourquoi pas sillonner la France ou le monde. Sait-on jamais, on verra. En tout cas, je vous ai mis en description un petit lien Tipeee. Voilà, si vous avez envie de contribuer, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans le générique, on va parler de quelque chose qui passionne énormément de monde et qui va rappeler pas mal de souvenirs, je pense, aux autres. Vous voyez, pour ceux qui nous regardent en vidéo, la table est assez fournie, il y a pas mal de choses, il y a des bouquins, il y a des jeux, il y a des consoles. Aujourd'hui, on va parler rétro gaming. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous présenter mes deux invités. Il s'appelle Ghislain, il est Darkwam, alias Darkwam. Vous l'avez entendu dans la petite intro. Il est propriétaire d'un cybercafé. On peut dire cybercafé? N'hésite pas à approcher le micro. Qui va le mieux nous caractériser. C'est vrai cybercafé. On est entre plusieurs choses différentes. Le café, la salle de jeu, le cybercafé, le manga café. Voilà. Manga café parce qu'il y a une mangathèque, il y a plein de consoles, qu'elles soient rétro ou non. Ou récentes. On va en reparler et c'est à Paris, on en reparlera tout à l'heure. Et mon deuxième invité, alors lui, ça me fait tellement plaisir de te rencontrer, c'est la première fois qu'on se voit, Aurélien Simon. Enchanté aussi. Tu vas bien? Très bien et merci de m'avoir invité. J'ai hâte de parler, de découvrir déjà toi ce que tu vas dire. Parce que le podcast À Contretemps, c'est aussi un échange, c'est une discussion. C'est pas une réelle interview. On va parler d'Aurélien, de Ghislain, mais on va parler aussi du sujet. Et s'il y a des questions que vous avez envie de vous poser, allez-y, vous êtes libres. On est là. Il y a des petits cafés, il y a à boire, il y a à manger parce qu'on est encore une fois gentiment accueillis dans le dernier bar avant la fin du monde, 19 avenue Victoria, dans le 1er arrondissement. C'est juste derrière le théâtre de Châtelet. La déco est fantastique. Un avis sur la déco? Ah waouh! Dès que je suis rentré, j'ai vu R2D2. Alors ça y est, on me l'a vendu tout de suite. Il y a des petits gremlins qui sortent du plafond. Ouais, exactement. Incroyable, c'est vraiment très belle déco. Donc voilà, allez-y, vous dites que vous venez de notre part et je pense qu'ils vous mettront très bien. Ghislain, l'Extra Life Café, Aurélien Simon, auteur de bouquins comme celui-ci, Symphonie pour Pixel, une histoire de la musique de jeux vidéo. Alors, ce bouquin-là, je l'ai découvert là. Alors, j'ai pas fini de le lire. J'ai commencé à le lire.
Il est long, 25 ans d'histoire. Il est hyper intéressant. Je suis complètement curieux. Comment t'es arrivé à écrire des bouquins? Sans rentrer dans les détails, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, première approche. Pourquoi tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'écrire? Alors en fait, moi j'écris depuis très longtemps, mais j'écris du format court depuis 25 ans à peu près. Format court, c'est-à-dire? J'écris des articles. Alors j'ai écrit dans des revues au début, revues papier, revues internet. J'étais spécialisé dans le cinéma, la musique de film. Et petit à petit, les années passant, je me suis un petit peu diversifié vers le jeu vidéo. Okay. Je me suis intéressé de plus en plus à la musique de jeu vidéo qui ressemble énormément à la musique de film. Donc je voyais une parenté qui m'intéressait entre les deux. Et puis, vu que je connaissais bien l'histoire de la musique de film, je me suis dit ce serait intéressant de connaître l'histoire de la musique de jeux vidéo aussi. Comment c'est né, quelle a été la première musique de jeux vidéo, le premier marqué dans la compositeur. préface. Voilà. C'est ça, je me posais la question du coup. Plein de questions que je me posais aussi. Et malheureusement, très peu de documentation trouvable sur ce sujet, très peu de recherches aussi de la part des universitaires, très peu d'articles dans les magazines spécialisés jeux vidéo. Il y avait même pas une rubrique, il n'y a jamais eu une rubrique musique de jeux vidéo, les meilleurs albums du mois ou que sais-je. Dans les magazines de jeux vidéo. Donc c'est très très peu documenté. Et pourtant c'est quelque chose qui marque énormément de gens parce que c'est de la musique. Donc on retient, il y a des sonorités, des petits airs comme ça qu'on peut siffler, chantonner. Je suis d'accord, surtout que moi en plus je me souviens d'une époque effectivement où j'avais l'Amstrad CPC 464. J'ai commencé sur celui-là. Là mon pote va falloir que tu traduises. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est mon premier ordinateur aussi. C'était un micro-ordinateur et il y avait la particularité où les jeux étaient stockés sur des cassettes audio. Ok. Et des fois sur la phase B, tu avais une musique que tu pouvais écouter dans un lecteur cassette. Ça dépendait des jeux. Mais alors ce qui était certains. très marrant, c'est que la plupart des jeux que j'avais sur cette console, ordinateur, il n'y avait pas de musique quand tu jouais. Et moi, ça m'a toujours justement interpellé de me dire j'ai une cassette audio. Alors parce qu'à l'époque du Walkman, donc tu avais le Walkman, tu avais des cassettes, machin, donc tu associais vraiment la cassette au format audio. Là, donc tu avais des jeux. Mais t'avais pas forcément de musique, ou à part, comme tu disais, sur la phase B, où vraiment c'était un format audio, mais c'était pas forcément intégré dans le jeu, quoi. Non. En fait, dans le jeu, t'as, par économie aussi, ou simplement par choix artistique, t'as des développeurs qui choisissaient de ne pas mettre de musique pour une ambiance particulière, par exemple dans un jeu un peu mystérieux, etc. Donc oui, tu as beaucoup de jeux effectivement de cette époque-là qui n'ont pas ou peu de musique. Et puis il y avait aussi un souci de gain de place. Une cassette magnétique, tu pouvais pas mettre énormément d'octets sur la bande magnétique. Donc il fallait faire des choix, il fallait couper dans les graphismes, couper dans la musique. Donc ça, c'était inhérent au format et à la capacité de stockage des jeux de cette époque. Vous l'aurez compris, on va apprendre énormément de choses dans ce podcast et je pense que vous allez avoir un petit côté nostalgique qui va vous faire, pourquoi pas, aller réacheter des jeux de votre enfance, de votre adolescence, ou pourquoi pas des consoles. Et on en a ici des consoles, on va en parler. Ghislain, l'Extra Life Café, c'est dans le 5e arrondissement. Exactement, ça, Paris 5e, ouais. On est pas loin, on en tout petit passage des Patriarches, mais c'est entre la rue Mouffetard et rue Mouffetard de Bonton ou Place Monge pour les gens qui connaissent, au quartier. J'ai fait mes études dans ce quartier. Ah bah voilà, tu connais. Ouais, j'ai fait mes études à la Sorbonne Nouvelle. Ça, c'est très étudiant comme quartier. Ouais. C'est un peu pour ça aussi qu'on avait choisi cet emplacement. Mais je connais pas le café. Bon, à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On va fêter nos 10 ans bientôt. Mais, joyeux anniversaire. C'est cette année, 2025 ? Là, dans le mois de juin. Ah oui, c'est une question de mois. Voilà, donc au mois de juin. On est dans l'année déjà. L'Extra Life Café, donc on le disait, des jeux vidéo, des consoles, à boire, à manger, des bornes d'arcade. Des jeux de société, vraiment pareil. On est très très large sur ce que je vais dire la culture geek, même si j'aime pas trop le mot, mais parce que je viens d'une époque où c'était hyper péjoratif, geek. Donc, geek t'aimes pas il y a dans les débuts des années 90, t'étais le geek pur, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'était aujourd'hui, ça a changé. Mais bon, ça résonne toujours un peu comme ça des fois dans ma tête. L'association nerd, geek aussi, on confondait les deux termes au début. Maintenant, on fait bien le et otaku pour le côté japonais aussi. Donc on a un peu tout mélangé en France, pas les genres, mais les mots qui sont qu'on a pris de diverses pays différents. Ouais. Ça a commencé à devenir cool au début des années 2000, je me souviens. Alors,
Ça a commencé peut-être. Moi, je me Ouais. souviens dans mon enfance. Donc, moi, je suis né en 96, donc fin 90, début 2000. Geek, c'était encore un peu péjoratif quand même. Ouais, mais petit Vraiment. à petit, les gens me disaient ah mais t'es geek, c'est sympa, c'est cool. Tu vois, et je sentais que ça changeait au niveau des jeunes, en tout cas, qui voyaient ça de manière un peu plus positive. Avec l'arrivée du streaming, surtout, là, c'est devenu cool. Ouais, alors, Les beaucoup gros plus tard. streamers et tout. Moi, j'ai l'impression que c'était quand même l'arrivée des téléphones portables qui a commencé vraiment à populariser le jeu. Ouais. Ok. Tu avais au creux de la main des Candy Crush, des machins. Et effectivement, tout le monde s'est mis à jouer, même les gens qui étaient pas forcément dans le jeu vidéo, tous les parents surtout à l'époque, donc ils commençaient à acheter des téléphones portables. Et la plupart des gens ils disent ouais, moi je suis pas gamer, j'aime pas les jeux vidéo, machin. Ouais, pourtant j'ai fait un très bon score à Candy Crush. Je leur dis ouais, c'est du jeu vidéo. Tu passes 3 heures aux toilettes, Jean-Michel. Au bout d'un moment, il y a une raison quand même. et j'ai l'impression que ça a vraiment popularisé les choses à partir de là, moi, vraiment. Le jeu se dire, tactile, ça a été un moteur effectivement pour que les gens s'approprient plus largement le jeu vidéo. Ouais. La DS à la même époque, le smartphone tactile. Ouais. Comment est né l'Extra Life Café, Ghislain? dans la douleur. Explique-nous, on veut tout savoir. Tout. Ouais. Non, mais alors en vrai, nous, on a une collection de plusieurs milliers de jeux et de plusieurs milliers de mangas. Quand tu dis nous, c'est qui? Moi et mon frère, on est deux, Ok, on est d'accord. deux fondateurs. Ouais, c'est pour ça. Et donc, en soi, moi, je suis né dans les années 80, en 1980. Et je suis vite tombé dans le jeu vidéo. La faute un peu à mon père, pourtant, qui n'était pas du tout là-dedans. Mais un jour, il a fait une brocante, je sais pas ce qu'il a fait, et puis il me ramène une console vidéopack. Tu sais, c'était même pas vidéopack. C'était la deuxième. La première, c'était vraiment une multisport, là. Tu sais, 10 jeux en un. Ouais. Donc, t'avais hockey. T'avais le même jeu, Pong, mais décliné en 10 versions différentes, mais c'était la même chose. Tu vois, t'avais 2 barres et un carré, quoi. Il y avait de la musique? Non, il y avait des bruits. Tu sais qu'au début, on n'appelait même pas ça jeu vidéo, on appelait ça jeu télévisé. Jeux télévisés. Ouais. C'est vrai que dans les premières boîtes. Attention. Attention. Les amis, il y a une lumière qui peut tomber. Vas-y, Ghislain, continue. Je vais intervenir. Attention là, on se C'est la lumière mission divine. impossible. et du coup, donc ouais, il me ramène ça de brocante. Alors pourtant, je te dis, il connaît rien du tout, c'est pas son truc. Ouais. Mais c'est vraiment, ça a été voilà l'expérience, la révélation quoi. J'ai une manette, j'interagis avec ce qui se passe sur l'écran. C'est marrant parce que moi, mon père aussi s'est intéressé aux jeux vidéo à cette époque-là et il nous a ramené les machines, mais il était beaucoup plus connaisseur que la plupart et il achetait vraiment des bonnes Toi, machines. t'es né en quelle année? Moi, je suis né en 81 Ah ouais, ok. Donc, juste après toi. Et ma première expérience de jeu, c'était à peu près en 85. Mon père venait d'acheter un Amstrad 464. Ah, j'ai eu bien après, moi, c'est marrant. Ok. Dans 85, il était déjà sorti. Et du oui, coup. ouais. Et j'ai joué. Le premier jeu auquel j'ai joué, c'était Zorro. Ok. C'était un jeu Zorro. Alors pas eu noir celui-là. et blanc parce que le 464 était vendu en Ouais. 2 versions avec moniteur Monochrome. couleur ou moniteur monochrome et forcément pour une raison de budget et puis en plus un premier achat, un premier ordinateur comme ça tu te lances pas direct. Ça coûtait cher à l'époque. Ouais. Mais pareil, j'ai eu la version monochrome. Alors, par contre, moi, le souvenir que j'ai, c'était plus vert que noir et blanc. Oui, c'était. Alors, je crois que tu avais des écrans vert noir et Ouais. des écrans noir et blanc, ouais, si je me souviens bien. Noir et blanc, t'avais j'ai le pas choix connu. entre les Couleur, deux. j'ai connu alors, couleur via un pote qui l'avait. Mais alors, moi, j'ai eu la version monochrome, voilà, un dégradé de vert. C'était un peu bizarre. Ouais. Moi, mon premier souvenir, c'était Coldron. Je sais pas si t'as connu ça. J'ai un jeu Non. avec une sorcière. Ah, oui, alors j'y ai un peu joué, mais je l'ai pas connu à l'époque. Ah, bah, ça a été mon premier jeu sur cette Ouais, console. la sorcière qui Ouais, avance un peu exactement. comme dans un Balai, shoot'em machin, up. ouais, c'est exactement. C'était marrant. Mais à cette époque-là, ce qui était marrant aussi, c'est que t'avais pas de scrolling. Je sais pas si tu te souviens, la plupart Ouais. des jeux, c'était des écrans. Tu changeais d'écran à Donc chaque t'as fois. un écran, voilà, dès que que tu tu sortais de sortais. l'écran, t'arrivais sur l'écran, sur la suite du stage, mais t'avais pas de. Oui, pas de filet ok. de stage, Très difficile à gérer par les premiers processeurs. Mais ouais. jusqu'à tard, ça, parce que je me souviens des premiers Pokémon ou Zelda, pareil, bah tu passais de. Et la map, c'était des. À Pokémon, t'avais déjà un scrolling. Hein, non, ça c'était vraiment. c'est qui vraiment... Le premier qui nous a marqué avec scrolling, c'était Super Mario Bros. Mais il y a eu d'autres Il y jeux. en avait d'autres avant, ouais. Mais c'est Ok. celui qui avait un peu popularisé le truc parce que c'était hyper fluide, quoi. C'était hyper fluide et nerveux. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, c'est ce qui m'a mis dans le jeu vidéo. Et au fil du temps, bah, je suis tombé dedans et à chaque anniversaire, chaque Noël, dès que je pouvais avoir des jeux, bah, jeux. Et puis on s'y retrouvait, donc moi et mon frère. Mon frère et moi, c'est mieux. on s'est retrouvés avec une méga collection parce on avait du mal à se séparer de nos affaires et puis on adorait jouer.
puis on s'est retrouvé avec, je te dis, une collection de plusieurs milliers de jeux et plusieurs milliers de mangas. Et puis il y a un moment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et dans les années 2000, je sais pas si tu te souviens, mais tu avais un peu cet engouement de je vais ouvrir un bar avec des jeux, quoi. Bon, c'était une... C'est le début du rétro gaming en fait à cette époque-là. Et on se demandait tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette culture. Ça commençait comme ça, mais on était alors c'était les débuts d'internet aussi, et dès que tu discutais en ligne, il y avait 9 gars sur 10 qui voulaient ouvrir un café comme ça, quoi. C'est comme maintenant les boutiques de cigarettes électroniques ou de CBD. C'est pas le même délire, mais oui. Ça pop mais non, de mais c'est pas vrai, ça pop de partout. Dans un t'arrives au coin de rue, t'en as 4. Ouais, mais sauf qu'à cette époque-là, c'était l'envie de vouloir l'ouvrir, mais personne l'ouvrait, quoi. Parce après, il y en a pas tant que ça, hein, je trouve, des bars spécialisés rétro gaming. Maintenant, tu parles. Voilà, même encore aujourd'hui, à l'époque encore moins. À l'époque, mais même encore aujourd'hui, je pense qu'on voit ça de notre point de vue parisien, donc il y en a pas mal à Paris. Mais dès que tu t'éloignes dans la banlieue, il y en a moins. Et puis en province, c'est même pas la peine. C'est encore plus... Alors, en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, moi. Mais, ah ouais? Alors, ça tend vers l'inverse. Effectivement, je veux dire, il y en a de plus en plus couvrent dans des villes plus modestes. Je vais pas dire des petites villes ou des petits villages, j'irai pas jusqu'à là, mais des genre des Toulouse, ou Bordeaux, même des fois Lyon. plus petits, quoi. Plus petits, ok. Ouais, t'as vraiment des gens qui se lancent dans l'aventure. Alors malheureusement, c'est hyper compliqué en vrai. Faut pas se mentir. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que au final, s'il y en a pas beaucoup, c'est peut-être que il y a une raison. Il y a une communauté geek. Beaucoup de gens ont des consoles à la maison. Pour moi, les premiers cybercafés, salles d'arcade, c'est parce que une borne d'arcade, t'allais pas l'avoir à la maison, donc du coup les gens se déplaçaient. Là, des consoles de salon ou des consoles portables, il y en a de plus en plus quand même, et c'est vraiment le rétro gaming qui appelle les gens à se déplacer. Et d'où l'objet de ce podcast. Est-ce que le rétro gaming est si populaire que ça ou pas? Les salles comme l'Extra Life Café, il y en a à Paris, et dans les autres villes de France. Est-ce qu'on gagne de l'argent, quoi? Est-ce qu'on gagne de l'argent? Suffisamment pour payer son loyer et manger à la fin de la journée, tu vois ce que je veux dire? Le nerf de la guerre, ouais. Voilà. Maintenant, est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent par rapport au temps de travail que ça demande, aux investissements que ça demande? Est-ce que t'es businessman dans l'âme ou est-ce que t'es passionné? Voilà. Si t'es businessman, franchement, oublie, quoi. Rentable, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, c'est un métier passion, je pense. Comme je dis, je veux dire, je gagne l'équivalent du SMIC à la fin du mois alors que je fais, sans mentir, 10 heures par jour, tous les jours. Mm-hmm. Je vais te rassurer, c'est un peu pareil quand tu écris sur le jeu vidéo, c'est pareil quand tu le jeu vidéo de manière générale. Quand tu fais quelque chose de périphérique au jeu vidéo, si tu travailles pas dans le jeu vidéo même à des hauts postes, effectivement, c'est pas très. C'est des métiers passion, quoi. C'est ça. C'est pas très rentable. Ouais. Si t'es pas passionné. On donne beaucoup de temps et voilà. Mais même au-delà de la passion, des fois, il faut faire attention de pas se faire trop brûler par sa passion parce que je te dis vraiment, je vais pas dire tous les jours, ça s'est un peu calmé, mais j'ai très souvent des gens qui me disent oui, je vais ouvrir un café comme le tien. Comment on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, machin truc et tout. Tu donnes des conseils ou justement tu dis hop, attends, n'ouvre pas trop près de chez moi parce que... Non, moi là-dessus, comme je dis, sur Paris, je trouve qu'il y a de moins en moins de lieux sur le jeu vidéo. Et moi, limite, ça me rend triste, quoi, de me dire on est quasiment les seuls, quoi. Je veux dire, on est sur une ville comme Paris. En France, on est un des derniers pays où vraiment le jeu physique, je veux dire, tu vois, on a des boutiques de jeux. Dans plein d'autres pays, t'en as pas, quoi. C'est-à-dire que tes jeux, tu vas les trouver dans l'équivalent d'un Auchan ou d'une grande surface. T'as pas de magasin spécialisé, limite en dehors de la France. Ça se fait de plus en plus rare, quoi. En France, on est quand même encore des résistants là-dessus. Mm-hmm. Et je me dis qu'un pays comme le nôtre, voilà, qui est quand même encore attaché au physique et aux jeux vidéo, je trouve ça hyper dommage qu'effectivement, il n'y ait pas plus de lieux qui exploitent le jeu vidéo. Mais comme on se disait il y a 5 minutes, c'est normal parce que c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent. Et généralement, les gens, quand ils se lancent dans une affaire, c'est pour se faire de l'argent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, l'Extra Life Café, vous aviez une collection, on ouvre le café. Exactement. Il y avait quoi au début? Il y avait quelques consoles. Au début, le tout de ouverture de l'Extra Life Café. Non, en vrai, au tout début, on avait quasiment tout. Ce qui se passe, c'est vrai que quand on a ouvert, alors il s'est passé 2 choses quand même au tout début, quand on a fait notre étude de marché. Alors, avant ça, c'est on a toute cette collection à la maison. Qu'est-ce qu'on en fait? L'idée numéro 1, ça a été un musée. Il y a une association qui s'appelle MO5, je ne sais pas si vous la connaissez, qui avait cette ambition d'ouvrir un musée. J'étais chez eux il y a pas longtemps. Voilà, donc tu as vu la collection qu'ils ont. Ouais.
Alors à cette époque-là, ils avaient l'ambition de vouloir ouvrir un musée. Je me suis dit, s'ils ouvrent un musée et que nous on en ouvre un avec les 10 pièces qu'on a, on est mort. Donc je me suis dit, le musée, c'est pas ce qu'on va faire, quoi. Donc, Après, le musée, ils arrivent à en faire, mais de manière éphémère. Exactement. Là, ça vient de fermer parce que ça a ouvert en octobre dernier, donc c'est resté pendant seulement quelques MO5, mois. pour ceux qui ne connaissent pas, comment on peut expliquer C'est une ce que c'est ? association de préservation du patrimoine vidéoludique et ils ont une très très grande collection, comme tu le dis, et ils récupèrent des vieilles machines. En fait, dès que quelqu'un a des machines et sait pas de quoi il s'agit, des ordinateurs, des consoles, des jeux qu'ils retrouvent, ils vont vers eux et ils leur font des dons en fait. Ok. De ces machines-là, ils ont des très très anciennes machines, des machines uniques. ils les restaurent, ils en prennent soin, ils les mettent en exposition Exactement. pour faire découvrir au grand public. Effectivement, et ils ont fait à la Monnaie de Paris, ils ont fait une exposition il n'y a pas si longtemps. Ouais. Là, c'était à Versailles, c'était Game Story, c'était la deuxième version de Game Story. Parce qu'ils avaient déjà fait ça au Grand Palais il y a quelques années en arrière. Non, vraiment, c'est une très très belle association qui œuvre vraiment pour préserver le jeu rétro. Vraiment. En plus, leur musée, c'est pas seulement un musée avec des vitrines, tu vois. Tu déambules pas simplement dans un musée pour regarder les reliques. Tu peux jouer, voilà, tu peux prendre les manettes en main. Tu as quelqu'un qui s'occupe en permanence dans tout le musée de débloquer les programmes, de rebrancher les manettes, de vérifier les connexions, etc. Wow. Et donc tout est toujours jouable et c'est super. Tu as l'impression de remonter le temps et de suivre l'évolution en fait, puisque toutes les machines sont présentées dans l'ordre chronologique de leur apparition. L'évolution et tout. Ah ouais, non, vraiment, c'est une très très belle asso, quoi, vraiment. Donc pas de musée pour l'Extra Life Café. On s'est dit, on met ça de côté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On savait pas trop, on était un peu perdu là-dessus sur les idées. Et du coup, on est parti au Japon. Quand je dis on, encore, tu vois, toujours en famille, entre frangins, on est parti là-bas. C'était la première fois qu'on y allait. Et puis vraiment, on a découvert donc, ce qui était le manga Kissa. Donc, manga Kissa, c'est le manga café en français, si tu traduis. Et c'est ce qui ressemble le plus à un cybercafé, mais c'est un peu différent sur certains aspects. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir du gaming sur console. Tu vas avoir t'avais des DVD à l'époque, t'avais une grande librairie, t'avais le café que tu pouvais prendre à la fontaine à l'infini sur ton temps de jeu. Il se passait. T'avais vraiment une expérience qui était différente du cybercafé, mais qui s'en rapprochait sur le système de je paye à l'heure pour avoir un service en fait. Et ça a été le déclic en vrai. On s'est dit, ça y est, c'est ça qu'on veut, c'est le modèle économique qui nous correspond le mieux, qui va définir notre projet. Et quand on est revenu en France, on a vu que ça existait. Donc t'as le manga café qui existait déjà à cette époque-là. Et on s'est dit, effectivement, ça existe. Donc si ça existe en France, c'est qu'il y a quelque chose à faire autour de ça, quoi. Et ça a été vraiment dans ce sens-là qu'on est allé. On a été parce qu'en fait ce qui se passe aussi, alors je sais pas si vous êtes déjà allé au Japon. Non, j'ai pas eu l'âge. Si tu veux nous inviter, avec plaisir, Ghislain. Écoute, quand l'Extra Life Café marchera suffisamment, on s'organise. Allez, à l'Extra Life Café. Mais donc quand tu pars au Japon, que tu reviens en France, moi quand tu vas en voyage et que tu reviens en France, je te jure que t'as une espèce de vide. Et je suis déjà allé en Asie et ça m'a fait ça effectivement. Mais par rapport à quoi, qu'il y a beaucoup de personnes, c'est ça? Ou c'est quoi? Non, je sais pas, c'est une... En fait, les gens sont différents, ils se comportent de manière différente et quand tu rentres, tu retrouves en fait les vieilles habitudes que tu as perdues pendant ton voyage. C'est très, très perturbant. Ouais, faut le vivre. Tu verras quand tu iras. Effectivement, peut-être plus dans un pays d'Asie que le Japon spécialement. Les Asiatiques ont un comportement beaucoup plus respectueux sur pas mal de choses. Ils font la queue devant quand tu rentres dans le train, par exemple. Tu vas font ouais, voilà, tu vois. Et toi, en bon français, dès que tu arrives, tu sais, tu rentres dans le wagon. Faut pousser, pousser, bien entendu. Avant que tout le monde soit descendu, d'ailleurs. Arrêtez de pousser, s'il vous plaît. Merci. Mais vraie anecdote là-dessus, au Japon, pareil, j'arrive premier jour, je crois, au premier soir, on arrive, on est devant un passage piéton. Et bon, ok, rouge pour les piétons, mais zéro voiture, tu vois. Et on commence à traverser. Et là, t'as tous les regards qui nous fusillent en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? Nous, en France, dans les grandes villes, rouge ou pas, s'il n'y a pas de voiture, tu passes. Il paraît que c'est comme ça en Allemagne aussi, que les gens te regardent bizarrement quand tu traverses au rouge, alors que t'as pas de voiture. Alors que tu vois, en France, bon, c'est le sbeul, on est prioritaire, allez. Mais donc, t'as vraiment envie de retrouver des expériences que t'as eues sur ton voyage, quoi. Et puis, du coup, c'est comme ça que tu retournes dans des restos japonais ou que tu cherches des choses qui s'en rapprochent. Et c'est là qu'on avait vu le manga café qui existait, du coup, quoi. Et donc, du coup, l'Extra Life Café, ça commence avec des mangas, avec quelques consoles où déjà, c'était quand même bien fourni. Alors, nous, on avait vraiment les bornes d'arcade. C'était des originales ou c'était des... Ok. Alors, la seule borne, entre guillemets, non originale, il y en avait une, c'était
comment elle s'appelle. Alors, on a des New Astro City et on a une Namco blanc cabinet, donc, qui était un modèle spécial avec un écran plat qui était sorti pour Tekken 7 et tu as eu une version blanche pour un jeu Dragon Ball sur arcade. Donc, on avait acheté cette borne-là. On a le système à l'intérieur pour pouvoir jouer aux jeux originaux. Mais écran plat oblige, tu as des sorties HDMI, des entrées HDMI, tout ça. Ok, d'accord. Du coup, on avait mis. Alors, pourquoi on l'a fait aussi? On avait mis une PlayStation 3 à l'époque. À l'époque, on a ouvert il y a 10 ans. Et on avait mis le jeu Street Fighter 4. Et qu'est-ce qui nous a fait venir là? C'est que on voulait acheter le jeu original Street Fighter 4 à l'époque sur arcade pour se dire bon, on a le vrai jeu. Sauf qu'au Japon, donc là ça se perd un petit peu en ce moment, mais à l'époque il y avait une grosse culture arcade. Tu sais que c'était un jeu qui était destiné à être exploité financièrement. Donc le jeu coûtait pas loin de 10 000 euros. Quoi? Mais parce que là-bas ça joue, Arcade. ça joue. Ouais. Le jeu. Bah ouais, c'est des belles machines aussi. Hein. Je te parle juste du jeu, je te parle même pas de la machine. Ah oui, je te parle d'accord. juste Ouais. le jeu, parce que c'est un peu un système de cartes. Alors c'est pas des cartouches, mais imagine-toi que tu changes une cartouche sur ta bande d'arcade et le jeu. Mais parce que là-bas, je te dis, ça joue à 100 yens, 100 yens, 100 yens, 100 yens, 100 yens. Donc quand tu achètes le jeu, tu l'exploites. 100 yens, c'est combien d'euros? Alors aujourd'hui, ça dépend du cours. Là, en ce moment, c'est très très bas, donc ça doit être 60 centimes. à Ok, peu près, d'accord. là. Non, mais c'est pour avoir une idée. Tu payes le prix de l'exploitation en fait. Tu payes pas vraiment le prix du jeu. Ouais. C'est ça. Mais du coup, on s'est dit à ce prix-là, Incroyable. laisse tomber. Donc on a acheté une console PlayStation 3 et le Ok. jeu qui nous est revenu peut-être à 500 francs à l'époque, l'équivalent de 500 francs d'acheter la console et le jeu. Et effectivement, c'est ce qui nous a amené à être une fausse bande d'arcade entre guillemets. Et t'étais pas vraiment rétro alors à cette époque-là, vu que PS3 c'était contemporain. Alors c'était, en fait, en vrai, on était rétro dans le sens où on avait à cette époque-là 5 consoles rétro de branchées. Donc on devait avoir de souvenirs, on avait la Mega Drive, la Super Nintendo, la Saturn, la GameCube et peut-être qu'est-ce qu'on avait la dernière, j'ai oublié. On avait 5 consoles rétro qui étaient branchées vraiment sur des TV cathodiques et tout quoi, vraiment. Toute ta collection. Non, parce que on a vraiment une très 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 grande collection et je pourrais jamais tout mettre. Faut ouvrir 2 cafés. Ou un très grand comme ici. chaîne. Encore. Ici, Il faut le dernier bar avant la fin du monde. Exactement. Je le répète. Et qui nous a un petit peu inspiré d'ailleurs. Sur les thématiques de se dire on veut parce que voilà, si vous êtes jamais venu ici non plus, voilà, vous avez des super décors, des salles thématisées et je trouve que cette ambiance de on donne un thème, voilà, c'est pour ça que nous on a mis un cerisier, on avait mis des côtés Oui, un peu c'est vrai, japonais, c'est joli. machin, c'était vraiment ce côté décor qui nous a inspiré Il ici. y en a un à Paris, il y en a un aussi à Lille. Pour les Dernier Lillois, bar. pour ceux du Nord, là, vous Ouais. pouvez aller à Lille, le dernier bar avant la fin du monde. Exactement. Et, Et j'en étais où ça m'a perdu. mais non, mais On part dans tous les sens. mais c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien, moi. T'étais sur la réponse à ma question. Est-ce que tu mélangeais du rétro et Oui. du moderne? Alors effectivement, à l'époque, hormis cette borne Street Fighter, parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait une grosse communauté de joueurs de versus fighting. Donc on avait mis, c'était le seul truc récent, c'était ça quoi. Vraiment, Ça fait c'était, venir, ouais. c'est ce qu'on espérait. Ça n'a pas commencé tout de suite, mais Moi, je ça, serais venu pour du Street Fighter. ça a commencé comme ça. Et on avait les mangas, mais on n'avait vraiment aucune console récente à cette époque-là, parce qu'on se disait justement, parce que la réflexion que tu avais tout à l'heure, tout le monde est équipé à la maison. Qui va venir payer à l'heure pour un truc qu'il a déjà chez lui en fait. Pour nous ça semblait pas concevable et en fait il s'est passé un truc qu'on n'avait pas vu venir, c'est que il y avait 2 choses à cette époque là. Donc le jeu en ligne commençait à se mettre en place, mais comment dire, peut-être allez, 1 an ou 2 après l'ouverture du café, donc tu avais le jeu en ligne qui existait, mais il y a eu un espèce de manque auprès des joueurs de se dire on veut se voir en présentiel quoi. Et le truc, c'est que t'avais pas de salle qui existait. Et recevoir tous tes potes à la maison, alors soit avec tes conjoints ou tes parents ou n'importe quoi, recevoir 10 potes à la maison, Non, c'était non, c'est- tu vois ce que je c'est veux pas dire. possible. Et du coup, effectivement, on est venu nous draguer un petit peu comme ça en mode mais vous avez l'espace, vous avez le lieu, vous pouvez accueillir du monde. Et on s'est retrouvé avec plein de communautés en fait, de gens qui voulaient jouer à des jeux récents. Donc à l'époque, tu avais peut-être Tekken 7, Ouais. tu avais Street Fighter 4, Street Fighter 5, et tu avais les communautés de joueurs qui venaient nous voir parce que effectivement, on était the place to be pour organiser des tournois, des rencontres et ce genre de choses. Quoi. Et le rétro, quand même, ça marchait? Pas tant que ça. Ouais. En fait, je pense que l'envie de ce genre de café, c'est né d'un manque, parce qu'à l'origine, le jeu vidéo, il est dans le café. Dans les années 70, 80, même encore un peu 90 chez nous et au Japon, comme tu l'as dit plus tard, c'est le lieu du jeu vidéo, c'est le lieu du partage, du jeu à plusieurs,
ou est-ce que tu vas battre mon score, tu vois, il y a un côté très social dans le jeu vidéo à la base, à sa naissance en fait. Tu marquais ton nom, hein, tu as les 3 lettres à chaque fois dès que tu terminais ta partie. Tu marques la borne de ton nom et tu laisses une trace dans un lieu, et il y a quelque chose comme ça dans le jeu vidéo. Et je pense que les gens qui sont venus dans ton café, c'est des gens qui avaient ce manque finalement, parce que les bornes d'arcade ont déserté les bars et il fallait recréer quelque part ce genre d'environnement. Ouais. Mais en soi, je me rends compte avec le temps, même il y a quelques temps, c'est qu'on est plus, c'est plus l'aspect social, je pense. Tu vois, le jeu vidéo, ça reste le prétexte, quoi. C'est que les gens viennent plus pour se retrouver, pour se rencontrer, s'amuser, mais il y en a très peu qui vont venir spécialement pour un truc. Ça va être plus pour l'ambiance et se sociabiliser. Ouais. Je pense que le vrai truc est là, quoi, vraiment. Toi, Aurélien, t'es allé dans les salles d'arcade ou un tout petit peu. Comment t'as commencé vraiment, gamin, ton premier souvenir jeu vidéo, c'est quoi? Alors, premier jeu vidéo, donc comme je disais, c'était sur l'Amstrad 464. En noir et blanc, attention. Je peux te dire aux jeunes aujourd'hui que j'ai commencé le jeu vidéo en noir et blanc. Tu as quel âge, sans indiscrétion? Alors j'ai 44 ans. 44 ans, ok. Ouais, je suis juste un tout petit peu plus jeune que toi. Non, j'ai pas encore fait mes 45 ans encore. Ça arrive bientôt, mais j'ai encore 44. On a moins d'un an de différence. Ok, d'accord. Donc on a vécu les mêmes époques. Exactement. Et dans les années 80, alors on était un peu petit pour sortir tout seul dans les bars et tout ça, même si des fois moi j'accompagnais mon père, donc je voyais les grands jouer. Et mon frère, qui est plus grand que moi, lui, il a commencé à jouer aussi dans les années 80 et je l'accompagnais et je le regardais jouer. Et des fois, de temps en temps, il me mettait une pièce et je tâtais du Golden Axe, des choses comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, tout de suite, je t'ai vu faire le geste comme ça. Ouais, c'était plus le flipper. Ça, le flipper aussi en faisait partie. Exactement. Ouais. Pour moi, le flipper, c'était hyper répandu. Le dans flipper, les bars. c'était ça. Et c'est quand je t'ai vu faire ça, je me suis dit, il va parler de flipper. La mémoire physique. Ouais, c'est ça. Donc, les deux mains de chaque côté, ça tape. Ça, Golden Axe. Tu vois, tu m'aurais dit ça, j'aurais fait, ouais, mais là, je te vois faire avec le joystick. Après, et les boutons, c'est ça? Effectivement, sur les bornes d'arcade, t'avais les boutons sur le dessus et les joysticks, c'était la configuration classique du jeu d'arcade. Ouais. Mais le flipper, ça, c'était un truc sympa aussi. C'est lié aux jeux vidéo aussi, carrément. Parce que t'avais des événements vidéo aussi, des fois, sonores, audio-vidéo. C'est vrai, la musique et tout, des références à des films, à des licences. Exactement, ouais, des flippers souvent sur des films. Ouais. Et en tout cas, moi, du jeu d'arcade, je me souviens surtout du côté les gens nous regardent, tu vois. Tu dois assurer, quoi. Tu dois jouer bien parce que tu as les gens qui te regardent. Et en plus, si tu joues bien, moi je me souviens, derrière moi, j'avais les piliers de bar qui nous regardaient et qui ne comprenaient absolument rien, qui ne savaient pas du tout ce que c'était le jeu vidéo. Mais ils étaient tellement contents de voir de la jeunesse dans le bar que du coup, des fois, ils nous filaient une pièce de 10 francs pour remettre dans la machine et qu'on continue à jouer. Donc quand on réussissait à jouer, ils nous encourageaient, ils nous remettaient une pièce. C'est chouette. C'était sympa, ouais. Il y avait quelque chose de social, effectivement, et même d'intergénérationnel. Il y avait un échange du coup entre les gens qui ne venaient là que pour le social, boire, et d'autres qui venaient pour le social et pour le jeu, comme nous, les jeunes à l'époque, quoi. Et comment a commencé la musique de jeux vidéo? Parce que dans un bar, justement. J'ai commencé à lire. Comment est-ce que tu peux nous résumer, alors pas tout parce qu'il va falloir lire ce livre qui est top. Comment tu peux nous expliquer l'arrivée de la musique dans le jeu vidéo? Alors, déjà pour contextualiser mes recherches, c'est le fruit de très 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 longues années de recherche, à la fois dans les écrits universitaires, dans les revues, la presse de l'époque, également dans par observation même du jeu, quoi. Il a fallu que je lance énormément de jeux d'arcade des années 70, 80 sur émulateur. Parce que tu peux pas forcément les voir dans les conditions d'origine, mais des fois c'est un problème, je te dirai ça aussi plus tard. Ouais. Pour constater, pour observer, pour écouter surtout. Est-ce qu'il y avait de la musique? Quel genre de musique? Quand est-ce que c'est apparu? Et puis en remontant le fil du temps, au bout d'un moment, je suis remonté sur le plus vieux jeu dans lequel j'ai pu entendre de la musique. Alors c'était un moment vraiment émouvant quand je l'ai retrouvé parce que personne ne l'a consigné quelque part, personne ne l'a écrit, personne n'était au courant. Donc quand je suis tombé sur ce jeu, alors c'est un jeu justement qui était jouable uniquement dans les cafés, dans les bars à l'époque. C'était un jeu justement très multijoueur parce que tu pouvais y jouer à 6.
Ok. Et oui, Jeu de voiture. c'était un jeu de course de chevaux. Ah, de chevaux. Ok. Et en fait, c'était un jeu en noir et blanc où tu voyais simplement donc le petit bonhomme sur son cheval avec on va dire 6 rails, 7 parce qu'il y avait aussi l'ordinateur qui jouait, 7 rails comme ça les uns sur les autres sur l'écran et chacun était dans son couloir de course et au moment de démarrer la course tu avais un petit air de clairon qui sonnait le départ de la course comme dans les courses hippiques. Donc c'était plus une mélodie ou juste un par exemple. Alors c'était un peu plus long que ça et c'était. Comment s'appelle le jeu? Je vais essayer de retrouver le son. Tu crois que je peux sur YouTube? C'est possible parce que alors il faut que tu. Alors le jeu c'est Steeplechase qui est sorti en 1975. Comment tu l'écris? Steeplechase Ok. avec 2 E. Et le morceau qu'on entendait, en fait, c'était le vrai morceau qui était joué pendant les départs de course, Ok. qui s'appelle Call to the Post. Et c'est une petite fanfare que vous allez reconnaître si tu arrives à la trouver, qui servait à réveiller les militaires. En fait, c'est une sonnerie militaire à la base. J'ai dû retrouver pour en être sûr à 100% qu'il y avait vraiment une musique d'origine, parce qu'en fait, la musique, elle a pu être rajoutée, comme pour certains jeux, dans l'émulation. Au moment de... Ah bah voilà. Voilà, excusez-moi. Exactement. Voilà. Et t'as Ok, même donc entendu c'était le ça, pas. la première musique. Ça, c'est la toute première musique de jeux vidéo commercial en tout cas, parce qu'après il y a eu des jeux vidéo. Là, il y a eu ce qu'on appelle la préhistoire du jeu vidéo, qui n'est pas vraiment une préhistoire, mais des jeux vidéo qui ont existé avant l'exploitation commerciale dans les salles d'arcade. C'est universitaire, c'est ça, sur des ordinateurs. Et là, j'ai pas retrouvé personnellement d'exemple d'association musique et jeux. On pouvait faire de la musique avec les ordinateurs. Il y avait de la musique synthétique qui était faite sur ces ordinateurs-là, mais plus pour démontrer qu'elles étaient capables, les machines, de produire de la musique. Mais j'ai pas trouvé d'exemple d'association musique-jeu directement à cette époque-là. Donc, je prends des pincettes quand je dis première musique de jeu vidéo commerciale, en tout cas, c'est-à-dire exploitée en public. Mais avant, j'ai épluché vraiment tous les jeux d'arcade de Computer Space jusqu'à la fin des années 70, et je n'ai trouvé que une petite poignée de musique en fait. Dans les années 70, c'est encore très très rare de mettre de la musique dans un jeu vidéo. Et après, bon, j'ai pas fini le livre, je ne veux pas Je t'ai mentir. spoilé le Non, début. mais je ne veux pas mentir. Mais c'est vrai que ça a commencé comme ça, ok, avec pas beaucoup de moyens et peu d'espace aussi sur les cartouches pour avoir de la musique. Après, c'est arrivé. Et c'est vrai que la musique de jeux vidéo est arrivée aussi un peu plus tard avec des grands orchestres, avec des grands compositeurs qui se sont prêtés au jeu. Et c'est devenu quelque chose de très important, la musique. Oui, et d'ailleurs c'est arrivé beaucoup plus tôt que ce qu'on pense. Les orchestres dans le jeu vidéo, en fait, c'était possible dès les années 70. Okay. Et ça n'a été par contre réalisé que tout début des années 80. Mais c'était quoi comme jeu? Alors au tout début des années 80, tu as un jeu qui s'appelle Mac 3. Et qui est le jeu qui contient le tout premier morceau de musique enregistré avec un orchestre que j'ai pu retrouver. Ouais. Tu connais ce jeu, Ghislain? Non. Mais Mac 3, alors ça a eu pas mal de succès à l'époque. C'était un jeu Laserdisc, donc dans la mouvance de Dragon Slayer à l'époque, qui avait eu beaucoup de succès. Et Dragon Slayer est sorti, je crois, en milieu d'année, en avril ou mai de l'année 1983. Et pendant tout l'été, ça a eu un énorme succès. Donc dès la rentrée, ils ont sorti ce jeu Mac 3, qui était en fait un shoot 'em up. FMV du coup? FMV, avec un décor, en fait, alors je raconte toute l'histoire dans le livre parce que j'ai rencontré le créateur du jeu qui m'a expliqué exactement comment ils avaient procédé. En fait, ils ont placé des caméras sur un avion, une caméra frontale et une caméra vers le bas pour avoir 2 vues différentes. Et à l'époque, ça devait être banger. Ça devait être une grosse prod. Comme ça, il a pu alterner des niveaux, en fait, vue du dessus et vue frontale. Malin. Et faire qu'un seul passage à chaque fois et enregistrer 2 fois la même vue. Et donc, ils rajoutaient simplement, une fois qu'ils avaient cette vidéo avec le décor qui défilait, filmé avec un avion, donc,
il rajoutait par-dessus le sprite du vaisseau et des ennemis et des tirs. Et il rajoutait parfois de la musique. Waouh, ça devait c'était de être la incroyable. vidéo, il pouvait. Alors en fait, ce qu'il faut aussi se dire pour ceux qui connaissent pas tout ça, c'est vrai qu'à l'époque, donc on était à fond sur tout ce qui était pixel art. Aujourd'hui, ce qu'on va dire, tout était fait par pixel. Le FMV, donc c'est l'abréviation de Full Motion Video. Et en fait, donc tu avais un support CD. Et c'était soit des séquences filmées, comme tu es en train de l'évoquer, ou soit des séquences qui étaient animées, mais comme une vraie production d'un Disney ou d'un dessin animé. C'était le cas de Dragon Slayer. Dragon Slayer, qui c'est ce était que t'évoquais, réalisé par Don Bluth, qui bossait chez Disney avant. Ça, j'avais pas la Waouh. ref. Eh oui. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'à l'époque, donc effectivement, tu voyais tes petits jeux pixelisés. Là, tu voyais une vidéo, mais je pense que moi, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, je sais que je faisais pas la différence. Et pour moi, c'était des graphismes. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'était ni plus ni moins qu'une séquence qui était filmée. Mais quand tu vois une borne d'arcade qui te fait un truc aussi fin, aussi beau, je me disais vraiment, mais waouh, le travail de fou. Alors qu'effectivement, je dénigre rien quand je dis ça, mais c'était que des séquences vidéo. C'était pas du travail pixel animé, image par image, quoi. Le jeu Laserdisc, en fait, quand il est arrivé, on venait du jeu vidéo en noir et blanc le plus souvent, des fois un peu en couleur. Je disais Steeplechase, par exemple, sur chaque couloir de course, ils avaient rajouté un filtre en fait coloré avec des bandes de différentes couleurs pour que chaque joueur sache quel était son bouton. Le bouton était de la couleur en fait de la bande. Le vert, sinon, le orange, jeu était en noir et blanc. Donc, quand tu c'était regardes... des filtres qu'il y avait sur l'écran. Et voilà, c'était un filtre qui était rajouté sur l'écran pour qu'il y ait plusieurs couleurs sur chaque bande, sur chaque couloir. Donc voilà d'où on venait. Et quand Dragon Slayer arrive, tu vois, t'as un dessin animé devant tes yeux et tu prends la manette et t'as la sensation, en tout cas, de contrôler le dessin animé, même si c'est un peu limité. Voilà, c'est passionnant. Une forme de film interactif plus que de jeu vidéo. Toutes ces histoires-là et bien plus encore, vous allez les retrouver dans ce livre Symphonie pour Pixel, une histoire de la musique de jeux vidéo, édité par Omake Books et écrit par Aurélien Simon, ici présent. Allez, et en plus le livre est beau, je trouve la couverture super jolie. C'est une sorte de, vous qui nous écoutez en audio, c'est une sorte d'orchestre mais en pixel. C'est un artiste spécialisé dans le pixel art et qui fait aussi de la bande dessinée, qui s'appelle JB et qui fait quasiment toutes les couvertures de mes livres. Et t'as ouvert n'importe quoi. Tu as écrit pas mal de livres, tu les as rapportés. Ouais. Il y a aussi Génération Zelda. Alors moi j'adore Zelda. Celui-là c'est le plus récent, c'est le 2e volume. Parce que le premier avait été écrit par Florent Gorge. Il y a plein d'images. Et tout, pour le deuxième, il m'a Ghislain, tu veux voir. donné les rênes de la suite. Et je l'ai fait en collaboration avec d'autres grands spécialistes de Zelda qu'on connaît surtout d'Internet. Alors tu verras tous les noms normalement au fur et à mesure des articles. Des gens qui ont participé au projet. Il y a Valérie Pressigou, par exemple, qui a beaucoup écrit sur Zelda, qui a écrit aussi pour jeuxvideo.com. 10 ans de Zelda. Voilà, là, sur à peu près 93-2004. Voilà, on a bossé sur les titres uniquement de Link's Awakening à The Wind Waker. Donc il y aura un volume 3. Et il y aura un volume 3, mais pas tout de suite. C'est très long. Mais, non, mais c'est super pour déjà, celui-là, on a mis énormément d'efforts et ça a mis beaucoup de temps de le faire. Ça faisait 4 ans, je crois, que les gens l'attendaient depuis le volume. Et ça se voit, il y a plein d'images, que ce soit des images de jeux en mode capture d'écran ou même de vraies photos. Plein d'anecdotes. Franchement, amateur de Zelda. Et en plus, il est beau. C'est vrai que la couverture est super belle. Allez-y. Tu nous as ramené plein de livres. Oula, je fais tomber plein de choses. Rétro Laser, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est une revue, c'est un MOOC en fait. Donc c'était périodique, mais c'est comme un livre qu'on a voulu créer un peu comme, mais qui n'existe plus malheureusement. On a arrêté la publication. On a voulu créer ça comme une vieille revue avec du papier à l'ancienne, avec un grammage un peu particulier. Et puis les jaquettes prédécoupées. Ça c'est encore JB qui fait c'est super beau. la mise en page de la couverture et de l'intérieur du livre à chaque fois. Et sur ce numéro-là en particulier, j'ai fait une rétrospective sur Rieko Kodama qui nous a quittés en 2022 tristement et j'ai voulu lui rendre hommage. C'est qui Alors Rieko Kodama, c'est une créatrice de jeux qui est très connue au Japon, mais que nous on connaît moins ici, qui est vraiment vénérée au Japon. Qui est la créatrice de, par exemple, qui a œuvré sur Phantasy Star. Qui est une licence très, très, très importante pour Sega,
qui a bossé uniquement chez Sega et qui a bossé jusqu'à aussi Skies of Arcadia, qui a bossé sur des jeux comme Sonic et Alex Kidd, aussi plus connus, mais de manière moindre. J'ai voulu lui rendre hommage parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un fil rouge au fur et à mesure de ses créations, c'est qu'elle avait toujours cœur à mettre en avant des personnages féminins. Ok, ouais. Et Phantasy Star par exemple, c'est le premier RPG avec un premier rôle féminin. C'est pas un jeu qui se passe sur des générations, je sais pas. Moi, il y avait un projet assez ambitieux autour de cette série. Plus tard, ouais. Après, effectivement, tu suis d'autres générations. Tu as aussi les Dragon Quest qui faisaient ça dans les années 90. Ils n'avaient pas un projet de faire genre 100 générations. Ils voulaient pas faire 100 jeux. Je sais pas. Il y avait un truc un peu obscur autour de ça, je crois. Je connais pas cette histoire. Riko Kodama, elle a bossé jusqu'au 4e épisode. Après, elle a arrêté de bosser sur cette licence. Et elle n'a pas bossé sur le 3e aussi. 1, 2 et 4. Mais voilà, c'est une grande dame du jeu vidéo et elle a énormément œuvré à populariser le personnage féminin dans le jeu vidéo. Okay. Ça a été... là, il y a par exemple un... Dans Rétro Laser, toujours. Alors... Franchement, les livres sont super beaux. Je sais pas ce que t'en penses, Ghislain. Moi, ce que j'adore, c'est la mise en page qui sent bon les années 90, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Dans le même numéro, il y a mon ami Régis Monterrain qui est aussi un grand spécialiste de Sega, mais qui là, pour le coup, s'est attaqué à la licence Jurassic Park dans les années 90 sur Super Nintendo, Game Boy. Il a retrouvé les créateurs d'origine et qui bossaient donc pour Océan. C'était Océan qui faisait les adaptations en jeu vidéo de Jurassic Park. Et on a par exemple restitué la publicité d'origine, tu vois. Le but de Rétro Laser, c'était vraiment d'avoir un feeling vieux magazine de jeux vidéo. Années 90, ça avec se sent le grammage du papier un peu particulier. Et ça c'est fini, ça sort plus Rétro Laser ? Non, c'est fini malheureusement depuis l'année dernière. On peut en retrouver ? Oui, alors ils sont toujours bien sûr trouvables, commandables sur le site de Mac & Books. Tu peux encore en trouver en librairie aussi, puisque c'était disponible en librairie. Donc tu as des libraires qui en ont encore sur leurs étalages. Mais malheureusement, il n'y aura plus de nouveaux numéros. Bon. Et au moins, si vous voulez vous faire une petite collection, allez-y, parce que franchement, ce sont de très très beaux ouvrages. Et il y a eu combien de numéros ? Il y a eu pas mal de numéros quand même. Ouais, on a 21. Je crois que ça a arrêté au 21, ouais. Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des niches et c'est peu rentable. On faisait ça surtout par passion, on gagnait pas grand-chose en le faisant et forcément, au bout d'un moment, quand le modèle économique est pas viable, tu es obligé d'arrêter la production. Bien sûr, il y a des livres aussi sur la PlayStation avec un très beau bouquin. Pour le 30e anniversaire, c'est une couverture, c'est une PlayStation 1. Voilà, tout simplement, sur toute la couverture. On a l'impression, tu le poses sur une table, tu as l'impression que c'est vraiment une Play 1. Alors il existe tout un coffret avec les 5 PlayStation, puisque c'était pour les 30 ans, mais on a voulu quand même parler des 5 PlayStation. Donc il y a 5 livres, et chaque livre est à la couleur et à la forme de la PlayStation. Et tout ça chez Mac & Books ? Voilà, et alors moi j'ai participé à la musique dans ce livre-là. Ces livres par contre on les trouve plus à l'unité, on les trouve plus sur le site de Mac & Books, on les trouve uniquement maintenant à la Fnac. Ça, j'ai eu peur, je me suis dit chez les scalpers sur. Il y a eu ce genre de problème effectivement au début parce qu'en fait on avait fait le financement sur Kickstarter au départ, édition limitée à 800 exemplaires je crois. Et après, donc, vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont emparés effectivement pour le revendre et faire de l'argent avec, la Fnac a demandé à faire un second tirage. Donc, je crois que c'était 900 exemplaires chez nous et 800 exemplaires pour la Fnac. Okay, ouais. Et là, je ne sais pas du tout ce qu'il en est, mais je crois qu'ils en ont encore en stock. Eh bien, allez à la Fnac. On n'a aucun partenariat avec eux. Si vous nous regardez ou nous écoutez, on dit pas non, mais dans tous les cas, on y va parce que ce sont quand même de très très beaux ouvrages à avoir dans votre bibliothèque. Franchement, n'hésitez surtout pas. Aurélien Simon, vous tapez ça sur Internet et vous allez avoir tous les livres qu'il a écrits. Et il y en a d'autres en préparation. Et pas que sur les jeux vidéo, on y reviendra tout à l'heure. Il y en a d'autres dont j'ai pas parlé et il y en a en préparation. Il y en a en préparation. Le rétro gaming, je me posais la question en préparant ce podcast.
Ghislain, Aurélien, va falloir que vous m'aidiez. À partir de quand on peut appeler ça, enfin, jusqu'à quand plutôt, on peut dire que c'est du rétro gaming? Est-ce que c'est jusque fin 90, PS2, la Wii, Moi, j'ai ma propre Ça va- définition. ça va moi, jusqu'à pareil, alors, je te... Moi, c'est Aurélien. Alors, pour moi, c'est du rétro gaming à partir du moment où tu peux plus acheter la console. Donc PS3. Ben voilà, pour moi, PS3, c'est du rétro gaming. PS4, c'est pas du rétro gaming parce que tu peux encore entrer dans une boutique, acheter la console neuve. À partir du moment où la console n'est plus fabriquée, après, il faut bien que chacun ait sa définition. Dans le mot rétro gaming, ça veut dire que c'est rétro, c'est avant, ça veut dire qu'on peut plus trop en trouver. Voilà, mais il faut bien trouver faut s'imaginer un marqueur en fait qui te fait basculer dans le rétro gaming. La 3DS, c'est du rétro gaming parce que tu peux plus rentrer à la Fnac et en trouver neuve. trouver une 3DS neuve, voilà. Ghislain, Alors, je trouve ça hyper intéressant comme point de vue parce que je l'avais jamais entendu. En Ouais. vrai. Et, on est là pour ça. Et je le note parce que Débattons. vraiment, c'est une très belle. C'est un marqueur. Il faut trouver Ouais, c'est chose vrai. qui. En fait, il faut pas être dans le flou. Il faut trouver quelque chose de net. Parce que ça évolue. ouais. Tu peux pas t'arrêter à une. Il faut que ce soit décennie. Ok, je réapplicable comprends. dans le temps, effectivement, à chaque fois, à chaque nouvelle sortie de console. Ouais. Ghislain, Alors moi, pendant très longtemps, pareil, je me suis posé la question aussi. Hein. C'est toujours pareil, on se remet un peu en cause. Moi, personnellement, je me suis mis le marqueur des consoles qui n'avaient pas de stockage. C'est-à-dire que dès lors que tu rentres avec des consoles avec un disque dur, pour moi, c'est pas du rétro gaming. Ça a été ça pendant longtemps, entre guillemets. C'est-à-dire qu'arrivé à la Play 3, tout ce qui était avant la Play 3, pour moi, c'était du rétro gaming, en gros. parce Mais- que mais- la Play 2, c'était des cartes mémoire que tu mettais. Ouais, mais t'avais pas de disque dur, t'avais Ouais. pas encore de online, tu pouvais pas télécharger de jeux. Donc tout ce qui était antérieur à cette, Ok, oui. à cette période-là, pour moi, c'est ce que je considérais comme étant du rétro gaming. Aujourd'hui, effectivement, on avance très vite. Mais le problème de ce marqueur, c'est qu'il n'est pas évolutif, tu vois. C'est-à-dire que toutes les machines qui ont un disque dur, même celles qui sont sorties il y a des dizaines d'années, elles vont pas pouvoir basculer dans le rétro gaming. Et est-ce qu'on peut pas trouver un autre terme du coup? Rétro gaming, c'est jusque là, et après il y a un autre terme qui Alors. arrivera pour définir les consoles avec un stockage. Après, ça disque dépend de dur. ta définition du rétro gaming. Ça. Pour moi, le rétro gaming, c'est jouer à d'anciens jeux. Donc, Mais de Oui, manière. mais ancien, ça évolue. mais encore. même, tu peux même faire à la rigueur, tu peux parler de rétro gaming quand tu joues à des jeux rétro qui sortent sur les nouvelles plateformes. Tu vois, par exemple sur Switch, t'as des jeux rétro. On appelle ça Ah. rétro. Oui, On va en parler de on va en ça. parler. Très Et, important. aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que le rétro gaming, c'est quelque chose de. Je parle de manière générale pour les gens, de très personnel, et c'est leur expérience. C'est-à-dire que le rétro gaming, ça va être la console qu'ils ont connue quand ils étaient petits. Oui. De la nostalgie. C'est ça. Par exemple, moi, typiquement, tu vois, on a beaucoup de gens qui ont la trentaine, 25-30 ans. Pour eux, le rétro gaming, c'est la GameCube. Au café, tu parles? Ouais. Oui, bah Parce oui, que c'est c'était leur souvenir d'enfance. ma tu vois. génération, donc oui, c'est vrai. Ça. Mais moi, tu vois, Mais moi, tout le monde aura sa définition du rétro gaming. c'est ça. Et donc, je pense que le rétro gaming, c'est surtout les souvenirs d'enfance. Moi, c'est plus comme ça que je le définis maintenant. Mais en après, fait. le problème d'une définition subjective, c'est que à chaque fois qu'on va parler de rétro gaming, par exemple, j'ai fait un livre sur le rétro gaming. Oui, mais quel rétro gaming? De qui? Oui, c'est vrai. Ça reste encore très large comme terme. Des jeux, des anciens jeux, des consoles qu'on ne retrouve plus, mais on peut quand même y jouer de nos jours en 2025 parce qu'il y a ce qu'on appelle des émulateurs. Et les émulateurs, je me suis toujours demandé, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de logiciel qu'on a dans un ordinateur ou quoi qui va traduire en fait le langage d'une console en langage ordinateur, c'est-à-dire qu'on peut rejouer à des vieux jeux mais qu'on télécharge. Même si on a la version physique, on peut pas la rentrer dans l'ordinateur. Grosso modo, pour grossir les traits, je me trompe pas. En fait, c'est une question de langage. C'est-à-dire que si tu veux jouer à un jeu NES sur PC, le problème c'est que le PC il parle pas la langue du jeu NES. Voilà, c'est ça. Donc tu as besoin d'un émulateur pour servir d'interprète. L'émulateur il va interpréter le code du jeu NES pour que le PC puisse y jouer. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est légal un émulateur Alors, je m'avance pas trop, mais je pense que ce qui est légal, c'est l'émulateur en lui-même. L'émulateur, lui, n'est pas illégal. Mais par contre, à partir du moment où tu mets le BIOS d'une console ou une ROM commerciale, Une ROM, c'est-à-dire c'est le ça jeu devient illégal. en
fichiers en dématérialisé. Mais c'est vrai que les jeux, on peut les télécharger, on peut trouver. J'ai fait mes petites recherches, on peut les trouver sur Internet facilement, gratuitement. Donc là, j'imagine que c'est pas légal. Là, je me lance pas dans les termes juridiques. Je me pose la question. Mais est-ce que vous, en tant que passionné, vous sauriez nous donner un endroit où on peut acheter des jeux anciens en dématérialisé? Oui, sur les plateformes ça PC, existe. GOG par exemple, Okay. Steam bien sûr. Même, voilà, maintenant sur les abonnements en ligne, voilà, Nintendo te propose des émulateurs officiels avec des jeux qu'ils intègrent dans leur collection, donc de manière officielle. Et faut savoir, alors c'est dans l'abonnement Switch Premium, il me semble, ou quelque chose comme ça. Ils émulent des anciennes consoles Nintendo. Et je vous cache pas que moi, j'ai toujours eu on va dire, les jeux qui sont plus vieux que ceux que j'ai connus quand j'étais gamin, avec lesquels j'ai commencé. Et ben, j'ai toujours eu du mal à y jouer parce que je trouvais ça pas très beau. Peut-être le côté sauvegarde où on pouvait pas sauvegarder tout le temps, ça me saoulait. Et grâce à la Switch, j'ai rejoué à un jeu auquel je n'avais jamais joué. Enfin, j'ai joué tout court. Hein. C'est un Zelda, A Link to the Past. Un des meilleurs. Un des meilleurs. Ouais, Et franchement, je prends Subjectif. un plaisir monstre en ce moment et je passe des soirées avant de m'endormir et je refais mon niveau et je refais mon niveau. J'arrive pas à tuer le boss, c'est pas grave, mais ça m'embête moins qu'avant. En fait, Link to Comment the on Past, explique ça je pense que c'est intemporel. Il a posé des bases. Hein. Ouais, je pense que moi, c'est marrant, j'ai vécu l'expérience aussi d'y rejouer à plusieurs époques de ma vie et à chaque fois que j'y rejoue, c'est exactement le même plaisir, quoi. Je crois que c'est un jeu magique à ce niveau-là. C'est comme un bon vieux film que t'adores. Quand tu rejoues au jeu, tu trouves le même plaisir, hein, c'est vrai. Et pourquoi il est bien ce jeu par rapport aux autres? Alors, je suis pas allé plus loin en termes de Zelda, c'est que- vraiment le plus vieux auquel j'ai joué. Je pense que Miyamoto a vraiment perfectionné la recette du premier et jusqu'à l'aboutissement, quoi, je pense que de toute façon ça doit être le meilleur jeu Zelda 2D. Après il y a eu la révolution de la 3D avec Ocarina of Time, mais en 2D, moi je pense que c'est vraiment l'aboutissement de ce que Miyamoto était capable de faire. Ouais. Et quand tu y joues encore aujourd'hui, vu que les jeux 2D ne sont pas passés de mode, tu te retrouves face toujours à vraiment ce qui peut se faire de mieux dans le genre, quoi. Mais je pense que l'histoire y est pour beaucoup aussi, le storytelling, parce que pareil, hein, je veux dire, même des années plus tard, t'as eu Minish Cap qui était aussi tu vois, en 2D, alors que t'as eu plein de Zelda 3D qui étaient sortis entre temps, moi plusieurs. Mais pour moi c'est pareil, je le mets dans mon top 3, quoi. Minish Cap, c'est vraiment masterclass en termes de. Il était sur quelle console? Game Boy Advance. Ouais. Game Boy Advance, ok. Pourtant, j'ai joué à la Game Boy Advance. On en parle d'ailleurs dans le bouquin. Ah ouais. Allez hop, on y Allez. retourne. Vous avez toutes les réponses en fait. Les meilleurs Écoutez jeux. le podcast et après vous allez acheter le livre. Je suis tombé sur un sondage. 87% des jeux vidéo rétro sortis aux États-Unis, on parle des États-Unis, mais voilà, sont en danger, voire en voie d'extinction. C'est la conclusion d'une étude menée par la Video Game History Foundation. 87% des jeux vidéo rétro sont en danger, voire en voie d'extinction. Et dans ce sondage-là, ils disent aussi qu'il y a 3 raisons possibles. La première, la technologie a évolué. Donc les consoles et l'architecture des jeux vidéo rétro est complexe et unique. Et du coup, on le voit par exemple avec la PlayStation 5. La console peut lire des jeux de PlayStation 4, mais pas de PlayStation 3, pas de PlayStation 2 et pas de PlayStation 1. La deuxième réponse à ça, c'est que produire un jeu en format physique prend du temps et coûte énormément d'argent. La seule solution viable pour eux, c'est de digitaliser tous les jeux. C'est-à-dire que tous les jeux en format physique, on le voit d'ailleurs avec la PS5, on peut plus mettre il y a une version de la PS5 où on peut plus mettre le CD. Et la dernière réponse à ce sondage, c'est que certains jeux rétro étaient édités par des entreprises qui aujourd'hui ont disparu et qui n'ont pas été rachetés, et donc du coup il n'y a plus vraiment d'archives de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez Alors moi j'aurais mis un point ce numéro chiffre-là 4 aussi. Hein. J'aurais mis un point numéro 4 où on se rend compte que le support en lui-même n'est pas éternel. Donc le CD il s'altère, la cartouche, tout, et effectivement il y a un moment où ça va perdre le jeu si on fait pas de copie numérique.
J'ai un jeu sur SG-1000, la première console de Sega. Les jeux étaient sur des cartes, comme des cartes à puce en fait, avec un connecteur. Et depuis quelques temps, je mets la carte dans la console et le jeu il se lance plus en fait. Il y a une bouillie de pixels à la place. Pourquoi ? Apparemment le jeu s'est désintégré sur la carte. Donc je sais pas à quel niveau, je sais pas si c'est réparable. Connecteur, ouais. J'en ai parlé à un spécialiste du mode, Marius, sur les réseaux, voilà. Et lui il m'a dit en fait non, c'est pas, enfin lui il a pas de connaissances à ce niveau-là pour savoir si c'est réparable ou pas, si on peut rétablir le code du jeu d'origine. Et c'est inquiétant, ouais, effectivement, parce que nous on a des jeux quand même on essaye de les préserver chacun de notre côté dans notre collection, et on se dit qu'on fait notre part finalement de la préservation du patrimoine, et en fait même au-delà de ça, le jeu il se dégrade tout seul. Parce que ça reste de l'électronique et à l'intérieur des connectiques ou alors quoi. Ouais, mais même le CD, hein, c'est pareil, c'est vraiment, il y a des supports, mais là où ça rejoint un petit peu le truc, c'est effectivement on a des nouvelles technologies. Et les anciennes technologies se perdent. Effectivement, un jeu qui a 30 ans, pourtant tu te dis c'est pas si vieux que ça, mais t'as plus aujourd'hui de quoi le réparer facilement, quoi. Alors ça revient aussi à quelques supports. Alors je fais un parallèle avec la musique, le vinyle, tout ça, c'est vrai que ça revient, c'est des choses qui se sont arrêtées. Et là, on retrouve des fabricants qui ressortent des platines vinyles, pareil pour la cassette audio. Ça revient. Est-ce qu'on peut espérer un support physique, du moins, pour le jeu vidéo Les supports physiques, ils reviennent, hein, ça arrive. Moi, je pense que c'est quelque chose qui partira pas, le support physique. C'est qu'on est très pessimiste en ce moment. Je comprends tout ce qui est effectivement coût de production lié à tout ça. Donc, effectivement, il y aura certainement une baisse du physique de manière générale, mais je pense pas que c'est quelque chose qui se perde. Tout dépend du public. Tant qu'il y aura le public le plus vaste possible, effectivement, on aura le plus de chances de préserver tous ces jeux. Par exemple, là, au Mackey Books, c'est en train de sortir des jeux physiques sur NES. Ouais. Ah, au Mackey Books, font des jeux aussi ? Ah oui. Ouais. Ok, ouais. d'accord. Et là, en plus, ils ont un contrat avec Jaleco, un éditeur japonais de jeux. Ils viennent d'annoncer ça tout récemment. Ils ont un contrat avec Jaleco pour. Ils vont sortir pour la première fois du Japon certains jeux Jaleco qui n'ont jamais été traduits, qui ne sont jamais sortis du Japon, et ça va être édité par Omake Books. Alors ils vont retravailler le code un peu, parce qu'il y a des petits problèmes avec les hitbox, donc la façon dont on peut frapper les ennemis. Ok, d'accord. La hitbox, c'est ça. Traduction. Dans le jeu, imagine que tu mets un coup de poing, à ce moment-là, tu as un carré que tu vois pas à l'écran virtuel, qui va être la zone se dire ce d'impact exactement, voilà, c'est ça. Et effectivement, donc ces zones là des fois elles sont pas très bien définies, genre tu vas taper là, l'ennemi est là, j'exagère, mais ça va quand même le toucher, tu vois. C'est parce que ça nuit au plaisir du jeu. C'est parce que les pixels maintenant sont plus petits, donc du coup non, c'est juste que ça a été mal programmé. Ok, d'accord. À la va-vite sans doute, ils ont fait une hitbox trop courte. Et je pense que ça va être retravaillé à ce niveau-là. Donc. Et ça va être retravaillé, donc tu vois, on peut ressortir les jeux sur format physique, et en plus on peut les perfectionner, les rendre encore plus jouables que ce qu'ils étaient. D'accord. Alors là, il y a la question de la préservation du jeu tel qu'il existait à l'époque pour l'histoire. Et moi, j'ai une deuxième chose à dire sur la préservation, c'est que c'est pas que les jeux qu'il faut préserver, c'est aussi leur histoire. Comment ils ont été créés, par qui, dans quelles conditions. Ça aussi, ça se perd énormément parce que les Japonais, par exemple, ils consignent très très peu ce genre d'histoire. Les développeurs des années 70, 80, ils commencent à disparaître. Moi, ceux que j'ai interrogés pour mes bouquins, en général, ils sont à la retraite. Donc, je les sors de leur retraite pour parler d'un truc qu'ils ont fait il y a 40 ans ou plus. Et, devoir de mémoire. Il faut le faire le plus possible parce que ces histoires, ces anecdotes, elles sont cruciales pour pouvoir reconstruire après le puzzle de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Et merci Aurélien de nous faire des gros bouquins comme ça pour préserver ce patrimoine. C'est grâce à Pix & Love, c'est grâce à Omake Books. Florent Gorge, il a énormément œuvré aussi pour l'histoire de Nintendo et de la PC Engine et de plein de machines et de constructeurs comme ça. Donc il faut qu'on s'y mette tous. Malheureusement, c'est pas des livres rentables, donc on fait ça par passion. Après le problème, je ne vais pas dire le problème, mais un des problèmes que rencontre aussi Florent, c'est qu'il n'a pas une force d'impact suffisante pour faire parler de tout ça. Et la dernière fois, c'est vrai qu'il faisait une petite réflexion de quelque chose. Alors je ne sais plus c'était quoi le sujet exactement, mais il avait parlé d'un sujet effectivement qui était un peu obscur, un peu caché, qu'il avait mis à jour.
Et ça s'était pas si répandu que ça. Et quelques années plus tard, t'as un Américain qui débunk le truc. Alors peut-être pas forcément vis-à-vis de Florent, mais pareil, qui ressort la même anecdote. Florent, c'est la personne qui a créé Omake Books. Voilà, c'est c'est le le fondateur de Omake Books. de la maison d'édition, ouais. Ok. Et donc cet Américain vraiment avait réussi, lui, via la force de ses réseaux sociaux, de ses abonnés, tout ça, justement à faire parler de l'anecdote en question, quoi. Ouais. Et effectivement, on se rend compte de ça aussi. Des fois, avoir les anecdotes, c'est cool, mais alors réussir à diffuser l'info. Oui, à diffuser l'info. On en parle tout le temps avec Florent. C'est vraiment un sujet qu'on a tout le temps ensemble parce que je lui dis ma frustration d'avoir mis des choses dans Symphonie pour Pixel qui sont toujours pas reprises aujourd'hui par les youtubeurs. Par exemple, l'histoire du premier jeu vidéo. Il y a un débunkage que je fais dans le jeu parce que tout le monde croit que c'est un jeu qui s'appelait Gunfight qui est sorti en 1975. J'explique et je prouve avec plein de sources en quoi c'était faux. C'est justement un problème d'émulation qui a fait croire à beaucoup de gens pendant des années que c'était la première musique de jeu vidéo, alors qu'en fait, il n'y avait pas de musique dans le jeu d'origine. Et ça, j'ai pu le vérifier auprès du créateur du jeu et auprès aussi de la borne directement en écoutant le son de la borne d'origine. Et en m'assurant qu'elle n'était pas défectueuse, tu vois. C'est vraiment très précis. C'est parce que c'est écrit sur Wikipédia, donc du coup, par facilité, par exemple, on tape un truc, un chat GPT, et ça nous sort ça. Ça a même été écrit dans des livres, ça a été, je l'ai entendu aussi dans des papiers universitaires, des choses comme ça. Donc ça a été malheureusement repris pendant des années comme ça à tort, alors qu'en fait c'était le gars qui avait fait la ROM émulée qui avait rajouté lui-même de la musique. Ah oui, donc en fait tous les jeux qu'on a en émulateur ne sont pas forcément d'origine et il peut y avoir des différences. Très ça intéressant. rejoint justement peut-être les réadaptations qui vont être faites via Omake Books sur les jeux Jaleco, s'ils sont un peu retouchés, du coup, où est le jeu original? C'est plus le code d'origine, voilà. Et c'est un sujet, effectivement. Enfin, est-ce qu'il faut préserver le jeu tel qu'il était d'origine ou est-ce qu'il faut le préserver l'histoire? Ou préserver l'histoire. Après, quelque part, tu préserves l'histoire en préservant le jeu tel qu'il était avec ses défauts. Avec une certaine sorte d'évolution. On a modifié le jeu, voilà, qui est une trace peut-être effectivement de. C'est pas le jeu original. Moi, ça, tu peux compter sur Florent pour que ce soit écrit quelque part et certainement dans la notice du jeu ou quoi, il y aura les détails de l'évolution, je pense. Et les remakes, vous en pensez quoi? Les remakes de Zelda, il y en a eu des vieux jeux qui sont ressortis. Alors, des vieux jeux, je repense à Skyward Sword. C'était c'est passé sur Switch avec des contours un peu plus lissés, un peu plus jolis. Et il y a des Pokémon aussi qui sont ressortis. Vous en pensez quoi, vous, des remakes comme ça? Après, moi, je vais te dire, déjà, le côté cool, c'est qu'effectivement, ça te préserve le jeu et ça te permet de le découvrir pour les gens qui n'avaient pas la console d'avant. Exactement. La Wii U qui s'est très peu vendue, effectivement, le jeu, il se fait pas connaître. Donc, le fait d'être porté sur une console qui a plus de ventes, plus de force, ça fait découvrir le jeu, ça c'est le point intéressant. Alors après, tu as les puristes, effectivement, qui vont dire ah ouais, mais ça a changé, ça a changé. Donc ça permet de préserver le concept du jeu, l'expérience du jeu, mais ça ne permet pas de préserver l'histoire, le jeu tel qu'il a été créé d'origine et tel qu'il était expérimenté par les joueurs à l'époque et sur un écran cathodique avec des pixels vraiment arrangés exactement pour les bien skylines, rendre sur le. Oui, j'ai rien contre les ports. Après, tu as toujours t'as portage, remaster, reboot, remachin. Tu as vraiment plein de catégories. Donc après, il faut voir effectivement où ça s'arrête. Mais c'est bien que ça existe parce que comme ça, les gens peuvent au moins expérimenter l'histoire du jeu, l'histoire, le récit de ce jeu-là, qu'est-ce qu'il racontait. Et puis il a l'expérience globale du jeu, je pense aussi quand même. Comme je dis, comme tout le monde, je vais pas dire tout le monde le sait, mais moi j'en fais partie en tout cas. C'est pas le graphisme qui fait le jeu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc ça a beau être chatoyant, machin. Alors ok, la rétine elle est fâtée, ça fait. Quand on joue sur console Nintendo depuis des années, forcément on ne peut que être d'accord avec ça. Même s'ils changent leur politique là aujourd'hui, là ça m'énerve. Je suis fâché contre Nintendo. Tu crois que sur Switch 2 ils essayent de courir un peu après les graphismes maintenant? Après l'escalade technologique. Petite parenthèse, c'est plus dans j'arrive pas à trouver. Switch 2, je suis un peu effectivement, un avis sur la Switch 2 rapide, juste pour après voilà, un peu déçu sur le prix. Non, pour moi le prix il est ce qu'il est, c'est pas bon, ça c'est un débat, c'est le prix de toute façon apparemment il est fluctuant en fonction des enseignes dans lesquelles tu as acheté les jeux. Tu vas avoir effectivement quelques dizaines d'euros de différence. Non, c'est pas autant le prix parce que effectivement
Aujourd'hui, t'as plein de solutions. L'inflation et tout. Mais même au-delà de ça, moi, tu regardes. Bon, après, c'est plus les mêmes productions, c'est pas les mêmes choses, mais t'as plein d'autres constructeurs qui sont inspirés du succès de la Switch. Oui. On va prendre Steam Deck. voilà, les premiers. Quand tu regardes les prix, effectivement, là, Switch 2 va se rapprocher des prix de Steam Deck. Donc en vrai, why not? Moi, ce qui m'énerve, c'est juste que. Pas ce qui m'énerve un peu, ce qui me gratte un peu, c'est que Nintendo s'est toujours mis sur des tarifs très abordables, voire à perte. C'est ce qu'ils disaient toujours, même si là-dessus, je suis pas dans les chiffres et ça me paraît bizarre parce que vendre à perte, c'est pas le but d'une entreprise. Et bon, ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils vont se couper d'une très grosse partie de leur leur communauté public, qui leur était à la base communauté, peut-être c'est un ça, peu ouais. plus familiale et C'est là ça, ok. c'est ça. Donc là, C'est le risque un peu comme ce qui s'est passé sur la Wii U. mais et encore, Oui, même ouais. au-delà, c'est que la deuxième chose qui m'énerve, c'est que pour moi, la Switch 2 aurait dû s'appeler ou aurait dû être la Switch Pro. Mais c'était le cas de base, hein. Tu veux dire, J'ai vu un en article complément de la Switch. Bah, une Switch améliorée, parce que pour moi, Nintendo, à la place de la OLED. à la place de la OLED, ou là, tout de suite, ils auraient pu l'appeler la Switch Pro, mais ce qui me surprend, c'est que Nintendo a toujours voulu créer une nouvelle manière de jouer, une nouvelle expérience sur chaque console qu'ils ont sorti depuis plusieurs années. T'avais vraiment voilà, la 3D sur la 3DS, la Wii avec la Wiimote, t'avais la Wii U avec le gameplay asymétrique, t'avais toujours des nouvelles expériences de jeu. Le tactile. Le tactile, Sur la DS. ouais, c'est ça. Ouais, pareil, moi, C'était t'avais vraiment plein de trucs. les premiers jeux tactiles avant Sur- les smartphones. Ouais, la première une des premières consoles tactiles, effectivement. C'est toujours dire Il y a eu dire un la tactile première, propre, mais- on va dire, Ouais, un voilà, tactile propre, qui grand fonctionne bien. public, Il y a eu ouais. des machines tactiles dans les années 90, C'est ça. les Ah ouais pads, je sais plus, ça s'appelait PenPad, un truc comme ça. Il y a Amstrad qui a fait un truc comme ça et Apple aussi avait sorti un Newton, une machine. Ouais. Ok, d'accord. Celle-là, Petite alors, je sorte le de connais un peu tablette. moins, mais je sais que t'avais effectivement des C'est consoles. l'ancêtre des tablettes, c'était en noir et blanc, mais le tactile était super imprécis et tout. Mais Mais c'était là, quoi. ouais, le concept avait déjà germé. Ouais. Donc ouais, voilà, ces aspects-là, de se dire effectivement, je me lance dans la course technologique, c'est-à-dire que Nintendo, effectivement, on se disait ça il y a 2 secondes, et ont toujours misé sur des cartes graphiques bien en dessous pour justement se dire on n'est pas là sur Le côté abordable. voilà, un peu entre déçu, guillemets. un peu déçu, Un peu de- déçu, de bon. ça, quoi. Ouais, Après- moi j'attends de voir. Je veux pas. Vous l'avez précommandé? Non, 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 j'attends de voir. Moi oui. Pour une fois, je pense que je serai pas Day One. Je sais pas. pareil. Mais ça fait longtemps que j'ai pas été Day One sur une console non Nintendo parce que Toi tu es très Nintendo, Aurélien, tu me disais tout à l'heure quand Ouais. t'es arrivé, toi t'es vraiment à fond Nintendo. ah oui, oui. Toutes les Nintendo? Bah moi en fait j'ai commencé avec la NES donc forcément ça forge la passion. Alors, Et en fait Nintendo tu y vas pour les jeux parce qu'ils ont des licences extraordinaires, ils ont des créateurs de génie pour moi. Et j'étais très Sega aussi à l'époque. J'étais autant Nintendo que Sega en fait. Moi j'ai pas participé à la guéguerre. des 2 écoles différentes. Mais Ouais, Sega, ça. pourtant j'étais dans les deux. Alors, excusez-moi pour les puristes, mais Sega ça n'existe plus. Alors Sega Parce ils que existent toujours en tant que maintenant c'est créateurs de jeux. Sony, PlayStation, Xbox, Microsoft, Nintendo, Nintendo, mais Sega dans l'histoire. Parce que moi je me souviens, Mega Drive c'est Sega. Ouais. Mon père avait la Mega Drive et ça faisait partie des premières consoles auxquelles j'ai joué. Mais Sega, ils sont surtout maintenant éditeurs de jeux, avant, créateurs encore un peu. Et ils font plus de bornes d'arcade, je crois. Je pense qu'ils ont arrêté comme comme ça. ça. Ils arrêtent. Alors, peut-être pas arrêté, mais de moins en moins, c'est sûr. Puis Ouais. Ils ont toujours les licences, je crois, de jeux de football où tu joues avec des cartes et tout au Japon. Ouais. T'as vraiment Ok. encore un peu d'arcade, mais de moins en moins, c'est sûr. Mais ils font plus de la gestion de licences, j'ai l'impression, ces dernières années. Ils rachètent des grosses licences et tout. Ils ont Alien, ils ont des trucs comme ça. Des licences Donc ils sont toujours là. porteuses. En tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur. Éditeurs, Sonic. un peu Sonic, créateurs c'était de Sega. jeux. C'est ça. Voilà, Sonic, c'est toujours créé par Sega. Mais, Ou édité par Sega aujourd'hui. Hein. C'est même plus forcément Ah créé oui, par Sega. ils sous-traitent avec des studios indépendants maintenant. Pour faire perdurer la mémoire du jeu rétro, j'ai appris ça dans une vidéo de quelqu'un que tu connais bien, Ghislain. Il s'appelle Edouard, il a créé la chaîne Rétro Découverte et je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait quasiment toutes ses vidéos. Edouard aurait dû être avec nous Ah, aujourd'hui, mais et je voulais faire une surprise, mais il n'a pas pu venir. Ah, Allez t'es voir cool. sa chaîne Rétro Découverte. je l'ai croisé à la Game Story il y a quelques temps. Il est trop sympa. Ghislain a joué dans des vidéos de Rétro Découverte et l'Extra Life Café a fait partie des décors de nombreuses vidéos d'Edouard. Exactement. Pardon, le café. Il est Bien là sûr, bien aussi. sûr. Effectivement, non, c'est vrai que Edouard, ça fait voilà, peut-être 7-8 ans qu'on se connaît maintenant.
Ça a été marrant notre rencontre, mais effectivement, c'est. En gros, pareil, on était sur le stand de MO5, encore une fois de plus, à la Paris Game Week. Et là, je vois un habitué du café qui me saute dessus en mode Ghislain, je viens de voir Edouard, il est là, je vais parler de vous et tout. Alors, voilà, j'étais pas du tout dans le YouTube game à ce moment-là. Edouard, ok, c'est qui? Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière, c'est pas grave. Pas payer la C'est facture. un peu moins beau. Pas payer la facture. Et du coup, Edouard, donc je rencontre cette personne sur le stand d'MO5 qui me parle d'Edouard comme ça, en mode j'adore ce qu'il fait, son contenu et tout. Et juste au moment où il parle de ça, Edouard est encore juste derrière. Ouais. Et le gars, là, il dit Edouard, il est là. Il va le chercher et il nous met en relation, en présentation, quoi. Et donc on discute un petit peu. Il me présente ce qu'il fait, son travail, je lui présente l'Extra Life aussi. Puis il me fait je vais venir. C'est les gens qui me disent je vais venir, j'en avais plein à l'époque. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais, ok. Et finalement, quelques jours après, il vient vraiment. Il est là, il débarque au café. Et il est en mode on se discute, il découvre l'endroit. Et effectivement, en fait, ce qui l'a touché, c'est que il s'est rendu compte qu'on était vraiment passionnés, quoi. On était des passionnés et pas des gens qui étaient juste là pour le business, qu'on n'avait pas un décor jeu vidéo pour se dire tiens, on vend du jeu, mais c'était vraiment partager une passion, quoi. Et le décor est vraiment bien aussi. L'Extra Life Café s'y prête vachement bien avec toutes les consoles derrière. Et il y a notamment une vidéo, je sais pas si c'est celle qui a le plus marché, c'est sur un Zelda, je crois. Alors une des dernières, ce qu'il fait en tout cas Edouard, c'est que sur chaque fin de saison donc parce qu'il a une chronique du coup qui fonctionne par saison, et à chaque fin de saison il fait ce qu'il appelle un gros épisode qui va durer presque 1 heure, effectivement. Donc ça a été le dernier épisode de sa dernière saison, ça a été effectivement un gros épisode et ça a été tourné entièrement à l'Extra Life Café, quoi. Et c'est super, et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait rejouer à des jeux d'avant. Donc là c'est A Link to the Past, non, mais une façon complètement différente. Alors j'ai plus le mot, comment on appelle ça? Randomizer. Je l'ai vu la vidéo. Ouais. Randomizer. C'est ça, ouais. C'est en gros, c'est le même jeu, sauf que tout est en aléatoire, c'est-à-dire habituellement dans ce coffre-là, parce que vous connaissez le jeu, eh bien vous allez trouver, j'en sais rien, une boussole. Eh ben non, en fait, il y aura pas du tout une boussole, il y aura complètement autre chose. Vous allez affronter le boss final au début. En fait, tout est en aléatoire, c'est ça? C'est toi, en fait, t'as un programme qui te permet de définir plein de choses, en fait, par rapport au jeu, en disant tiens, je veux pas commencer dans la maison du début, je veux commencer ailleurs, et je veux que la progression soit dure ou facile en fonction des objets, où est-ce qu'ils seront placés finalement par rapport au jeu d'origine. Pendant tout l'épisode, il ramasse des objets qui n'ont aucune utilité au début du jeu. Ouais, mais c'est super dur. Il dur. n'a pas les objets qu'il lui faut pour passer les premières étapes du jeu, donc c'est Ou très juste frustrant. qu'il faut quelque chose qui n'était pas fait pour à la base. Effectivement, il va te parler d'un espèce de bâton qui en fait te sert pas à grand chose, mais Il tu arrive peux à les faire détourner. pour faire un dégât au boss, par exemple. Alors que non, tu devrais avoir ton épée qui fait peut-être 10 dégâts par coup. Là, t'as un bâton avec une portée toute pourrie, et tu fais un dégât à chaque fois, donc tu vas passer 3 heures à battre ton boss, alors que d'habitude tu le bats en 5 minutes. Ouais. Mais ça te permet quand même, il n'y a pas zéro utilité, c'est vraiment un truc, tu détournes peut-être la façon d'utiliser l'objet que t'aurais pas dû avoir à ce Tu moment-là. déséquilibres totalement en fait le jeu, parce que il y a un équilibrage que le développeur du jeu il fait quand même pour que ce soit ni trop dur au début ni trop facile sur la fin, etc. Sauf que là toutes les cartes sont mélangées, tout est L'aléatoire. rebattu. Ouais. C'est une question de redonner une seconde vie au jeu aussi de nos jours. Tu le redécouvres. Tu le C'est un redécouvres. peu comme, je dirais, voir un film, mais avec d'autres angles de caméra. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait un peu l'idée, quoi. C'est bien Mais trouvé ça. Cet épisode est passionnant, franchement, je l'ai regardé d'une traite. Ça raconte une histoire en fait. Ouais. C'est ça la force d'Edouard. C'est Et ça. je vous invite à aller voir cette chaîne Rétro Découverte. Et vous saluez Edouard de notre part, il devait être là. Et je sais qu'il écoutera ou regardera cet épisode, il me l'a dit. Randomizer, c'est ça? Exactement. L'Extra Life Café, donc Ghislain, c'est dans le 5e arrondissement, qui contribue à garder un devoir de mémoire, à préserver ces jeux. Alors tu nous en as apporté quelques-uns, est-ce que tu peux nous montrer? Alors déjà la console, ça, la Game Boy, les amis. Pour ceux qui sont en vidéo sur YouTube, vous pouvez la voir. Si vous êtes en audio, vous pourrez aller voir sur YouTube. Alors là, c'est la toute première Game Boy. Alors il y a un jeu dedans. Oh, c'est Tetris. Je peux Je l'enlever? sais plus lequel on a mis Ouais. dedans. C'est Ouais, quoi? j'ai reconnu la couleur. C'est Tetris. C'est Tetris. Effectivement. c'est Il y a bon, c'est Tetris bon. à Vu qu'on pouvait l'intérieur. pas lire le titre du jeu, tu sais, on a développé une capacité à Mince, reconnaître ah oui, le oui, jeu. ouais, j'ai failli Voilà. te flinguer le jeu. J'ai failli mettre le jeu à l'envers. Donc il y a Game Boy. Et là, tu nous as apporté quelques jeux. Tu peux nous en parler, Ghislain? Alors, il y a plein de choses, hein, parce que je Vas-y, savais pas vas-y. sur quoi s'orienter. Tu m'as dit de ramener 2-3 choses et finalement Ah ouais. j'en ai ramené plein. Alors tout à l'heure on parlait quand même de Modig Marius, si je peux permettre de parler un peu de lui. Ouais. Effectivement, il
ils te retapent des vieilles consoles pour les réactualiser. Alors pareil, rétro gaming, où est-ce qu'on s'arrête ou pas? Exactement, ouais. Je sais pas. Et puis la question de est-ce qu'il faut garder le matériel d'origine ou pas, ouais. Donc là, cette Game Boy a été modifiée, même si ça se voit pas au premier abord. Parce que quand tu allumes du coup l'écran, t'as un écran qui va être voilà. Rétro-éclairé, parce qu'avant... Là, t'as un écran LCD rétro-éclairé et t'as une image qui est genre effectivement hyper nette, alors que t'avais pas du tout à cette époque-là. Et deuxième chose, tout à l'heure, je sais pas si on était en enregistrement ou pas, mais on parlait des piles. Ah, attends, approche du micro. Ah oui, il y a une batterie maintenant, d'accord. Attends, je vais mettre là. Oh là là. On l'entend là? Ah voilà. Attends. Voilà, la mythique. Tu sais qu'il y a une version très rare de Tetris qui n'existait qu'au Japon, qui possède une musique qui n'existe pas dans les autres versions. Ah ouais? Ouais, et elle a été retirée des toutes premières versions. Florent, il en parle dans une vidéo sur sa chaîne. Ok. Ouais. Et elle est très rare, elle est très recherchée. On peut la reconnaître juste avec des marques sur la cartouche. Sur la cartouche, ouais. Et c'est une musique spéciale, ok. Il y a une musique inédite qui n'existe que sur une seule version, le premier tirage. Le premier tirage okay. Japonais uniquement. Et là, du coup, bah voilà. Ah, ok, tu viens d'ouvrir le petit cache derrière la console. Habituellement, ce sont des piles, et là, c'est une batterie qui est à l'intérieur. C'est ça. Et pareil, donc il y a une modification qui est quand même opérée sur la console même. Un trou qui a été rajouté sur. Avec un USB-C. Exactement. Est-ce que tu peux encore mettre des piles? Non, c'est définitivement. Là, c'est définitivement. Donc, le jour où tu as une panne d'électricité chez toi, je ne peux pas jouer. Tu ne peux pas recharger ta Game Boy. Ah, yes. Bon. Ouais, j'ai pas envie de la casser, non, je veux juste montrer à la caméra. Voilà, donc ça a été modifié, effectivement. L'écran a été modifié et il y a un port. Le compartiment de pile a été. Mais je vais te dire que même ma vue baissant avec les années, je trouve qu'il y a quand même toujours un charme de jouer sur l'écran d'origine. Avec, tu sais, tu te mets sous une lumière, tu te mets sous une fenêtre. Je suis et d'accord. je sais pas, c'est nostalgique. Tu sais, ah oui, là c'est nostalgique. Tu te revois quand t'étais môme et que tu faisais la même chose. T'avais même, je sais pas si tu te rappelles, la loupe que tu mettais. Ou alors à l'époque, t'avais une espèce de loupe, mais t'avais aussi une petite lumière. Tu mettais deux piles dedans et t'avais une lumière et tu te mettais sous la couverture. Je l'avais pas, mais je l'ai vu pendant des heures. Et il y avait une bonne autonomie, moi je trouve, avec les piles quand même. Ça a été une des consoles où il y avait le plus d'autonomie, une console portable avec le plus d'autonomie. Je sais plus, c'était une vingtaine d'heures, je crois, mais facile. Je me souvenais pas réclamer des piles en permanence à mes parents. Autre console portable que tu nous as amené, c'est l'ancêtre de la Nintendo DS. Exactement, les Game & Watch. Dual screen. Voilà. Donc, alors déjà, c'était les jeux LCD, surtout d'époque. Je sais pas si vous avez connu ça, mais donc vraiment, vous aviez des petits sprites qui étaient intégrés directement à l'écran. Alors dans Symphonie pour Pixel, je parle des tout premiers jeux électroniques qui sont sortis en 1976. Celui-là, est-ce que j'ai l'année Ça, c'est le début des années 80, 82, je dirais. Parce que... 83, je crois. J'arrive pas très bien à voir. C'est une édition limitée. Il y a du Donkey Kong dessus. Non, même pas. Alors non, en fait, c'est vraiment. T'avais un jeu par. C'était un jeu. Ah oui. Ok. Ah oui, donc t'avais principalement Donkey Kong. T'avais plein de jeux différents. T'avais eu des Zelda sur des jeux LCD, mais c'était, je crois, comment ils s'appelaient ils étaient transparents, je me souviens, les jeux. C'était vraiment des. Je sais que t'en as un, The Legend of Zelda. Ouais, de l'époque, qui est très recherché, surtout en boîte. Les collectionneurs sont fous avec ça. Ça coûte maintenant sur les marchés. Moi, j'aime pas spéculer autour des prix. C'est pour ça que ça, c'est des choses qu'on met au café à disposition. Alors, c'est pas à disposition même, mais si on me le demande, c'est dans une vitrine et on le passe pour jouer sans problème. Ouais, quoi, vraiment. Super. T'as pas peur que ça s'abîme dans le temps? Toujours peur, mais j'aime bien ce côté. J'aime bien la collection, mais j'aime bien que ça vive, quoi. Je suis pas collectionné pour collectionner des trucs qui restent en vitrine et qu'on doit pas toucher. C'est l'esprit MO5 de toute façon aussi. Ils se disent au pire on répare et puis. Faut que ça vive, quoi. Ouais. Mais j'ai ramené plein de choses en fait. Alors vas-y. Histoire, je me suis dit. Je sais que tu dois partir après. Je sais pas à quelle heure, mais je me suis dit, comme je sais pas si j'aurais de quoi parler, j'ai ramené plein de choses. Il y a plein de trucs qui me parlent là. Moi, c'est Alex Kidd, ça me parle. C'est Alex Kidd, c'est ça. Aussi. Alors Alex Kidd, qu'est-ce que c'est Alex Kidd? Comme je disais, on était très Sega, donc. Donc Alex Kidd, ce qu'il faut savoir sur ce jeu entre guillemets en particulier, c'est que superbe. Dans cette version-là, il est plutôt rare. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de rare? Parce qu'il était intégré à la console. Ce jeu-là, en fait, était intégré à la console. Dans certaines versions, ouais. Quasiment toutes les versions. Il y a eu plusieurs déclinaisons de la Master System, plusieurs packs différents, mais il était intégré dans quasiment chacun des packs. Alors pourquoi il y a deux notices? Je vais t'expliquer. Si tu regardes, il y a deux notices différentes. T'en as une qui est imprimée violet et l'autre pas avec la même police. Celle que t'as là, en fait, c'était la notice du jeu. Ça, c'est le design japonais et ça, c'est un design occidental.
Mais c'est surtout que ça, c'était la notice du jeu, et l'autre, c'était la notice du jeu, mais quand tu l'avais dans la console, t'avais pas en fait, le jeu était intégré dans la console. T'as pu appuyer sur le bouton power, il était donc dématérialisé dans la console déjà à cette époque. Ok. Et t'avais donc la notice qui était fournie dans la boîte du jeu, mais sans le. Voilà. C'est celle-là. Ah, c'est ça. C'est la plus rare donc. Bon, alors après, celle-là, c'était celle de la boîte du jeu physique. C'est marrant Et parce celle-là, que c'est la boîte- je vois c'est que la celle-ci notice. a été imprimée au Japon, celle-ci a été imprimée à Hong Kong. Peut-être c'était moins cher. Il y avait peut-être des coûts de production qui étaient différents. C'était quoi le but du jeu alors Et tu vois, le d'Alex physique Kidd a une histoire même avec ce que tu trouves dans la boîte. Bah, et puis maintenant, il n'y a plus de notice. C'est ça aussi Ouais. que j'aime bien. Mais Alex Kidd, c'était je vais pas dire le concurrent, mais c'est ce qui mettait le plus en concurrence Mario à l'époque. Donc ça reste un jeu de plateforme. Mais ce qui est hyper aussi intéressant sur ce jeu, alors là, on pourra en parler des heures, mais ça a été hyper influencé par Dragon Ball en fait. Dragon Ball, quand tu joues à ce jeu, t'as un parallèle qui se fait avec Dragon Ball. Mais c'est aussi énorme. la légende du singe, Ouais. la légende chinoise. Mais là, c'est encore Dragon Ball qui est inspiré de la légende du roi singe, Voilà. et Alex Kidd qui est inspiré de Dragon Ball. Tu vois ce que On se demande qui a inspiré qui, quoi. Mais c'est vrai que vu que Dragon Ball avait du succès à cette époque-là, C'est ça. j'imagine très bien que ça a dû faire tilt. J'adore les objets qu'il y a là, Alors je les ça, prends. c'est une Là, il y a quelque chose cassette de. vidéo. C'est scellé ça. Ouais, t'as une cassette vidéo. C'est une et ça- VHS, VHS. Ça, C'est pas un jeu. C'est une cassette Ouais. qui était fournie dans un magazine. Exactement, donc ça, je trouvais ça marrant, c'est qu'à l'époque où il n'y avait pas encore Internet, on Ouais. n'avait pas trouvé de Les- meilleurs moyens la de démo. diffusion. Doom. La démo d'époque. Alors Doom sur Super Nintendo. On se gargarisait avec ces cassettes. Moi, j'avais celle de la Super Nintendo aussi, avec des Connu, images de ouais. Another World. Ouais, elle est Street très connue, Fighter, celle-là. Ryu, je le pense que tout le grand monde maître l'a du acheté. karaté. Ça. Et ouais, ce qui était excellent, c'était les journalistes qui se prêtaient au jeu, qui étaient plutôt des journalistes papier à la base. Et puis là, ils faisaient d'un seul coup du YouTube avant YouTube. Bah, alors avec ça de la aussi, voix off. pourquoi j'ai explication ramené de jeu. ce jeu-là aussi. Qu'est-ce que c'est ce jeu pour Battle ceux qui Arena, nous écoutent? Toshinden, donc c'est un jeu de combat, un des premiers jeux de combat sur PlayStation. D'ailleurs, tu peux regarder, tu as des numéros sur le côté. Tu as quel numéro? 0002. Donc, c'est le deuxième jeu du line-up de la PlayStation. Le premier Wow. était Ridge Occidental, Racer. PAL, ouais. Exactement. D'accord. Et ce jeu-là, en fait, ce qui est marrant, pourquoi la petite anecdote, c'est que, effectivement, on parle de YouTube, tout ça. Donc, à l'époque, tu n'avais pas encore Internet. On était loin de tout ça, mais tu avais des émissions télé. Et tu avais une émission qui s'appelait Mega 6, qui passait sur M6, sur laquelle j'ai pu participer. Waouh. Et c'est le Super. premier jeu auquel j'ai joué sur PlayStation, alors que j'avais même pas la console, mais du coup, je passais à la télé et j'ai joué à ce jeu-là. Ah bah donc, Wow. du coup, Mega 6, c'était celui-là faut des le garder. gros hein. gros souvenirs. Donc c'était pas ce jeu-là précisément, mais Oui, je veux dire, mais ça a été le jeu. Il y avait pas mal d'émissions comme ça dans les années 80-90 où on faisait jouer. Télévisateur 2 aussi, qui était du coup, très c'est- très connu. Télévisateur 2 et t'avais une émission américaine aussi que j'ai découvert beaucoup plus tard au début des années 80 qui s'appelait Starcade. Ouais. En fait ils faisaient venir des enfants pour jouer aux jeux d'arcade et c'était à celui qui ferait le meilleur score et c'était comme un jeu télévisé mais avec des jeux vidéo et je crois que c'est une des premières expériences de mise en scène comme ça ludique à la Ça, télévision. c'était États-Unis, ça. Ouais, aux États-Unis uniquement. J'ai vu ça sur YouTube parce qu'ils ont posté tous les épisodes et j'ai dit c'est génial parce que c'est vraiment on est en 81 ou 2 quelque chose comme ça et c'est vraiment Un peu après aussi, je crois que tu avais un gros événement sur un truc Nintendo, je crois le Nintendo Tour ou quelque chose aussi, qui avait un peu la même aura. on a quoi. tous vu le film, enfin à mon époque en tout cas, on a vu le film Video Kids qui Alors, pas moi. mettait en scène un concours en fait organisé par Nintendo auquel des enfants voulaient participer et c'est une bande d'enfants un peu à l'époque tu vois les Goonies et tout ça donc des Ok. enfants qui partent à l'aventure sur les rues sur les routes américaines et dont l'un est autiste d'ailleurs il y avait une mise en scène du problème de l'autisme dans le film. Et ils arrivaient jusqu'au parc Universal pour participer à un jeu de concours parce que cet enfant autiste, il était particulièrement doué aux jeux vidéo et il battait tout le monde. Donc au fur et à mesure, à chaque fois qu'il s'arrête dans les stations d'essence et tout ça, dans les restaurants, les bars, il y a toujours une borne d'arcade parce qu'il y en avait encore toujours à l'époque. Et il s'entraîne. À chaque fois qu'il progresse dans son voyage, il s'entraîne jusqu'à arriver au concours où Très chaud des C'est trop bien. il est super ce film. Ça donne envie de regarder. Video Kid. Et il est plus profond que ce qu'on pourrait On penser. Il y a beaucoup de gens qui le résument à simplement une publicité pour Nintendo. Tu alors sais qu'en si on fait, peut le retrouver? c'est compliqué. Moi, je l'ai en DVD zone 1. Ah, t'as réussi à le trouver quand même Ouais. en DVD, ouais. Ouais, je l'ai récupéré en DVD zone 1, mais il y a pas de français dessus.
Donc il faut le regarder. Je suis en train de anglais. regarder. Je pense que. En VOD, je crois qu'on peut le trouver. Ah oui, Les- quand même. Ouais. Ouais, je vois du Apple TV. Ok. Ah bah. Vidéo Kids. non. Il Et, n'est pas disponible en streaming. Ah. En fait, non, oubliez ce que je viens de dire. Ouais. Ah, il le référence, Bon. mais il n'est pas dispo. Ouais, ça, Ouais, c'est des Il est très rare. C'est Il bizarre. Il a Bon. été peu édité. Ouais. Bon, à voir. On approche de la fin, les amis. Merci Déjà, beaucoup, ça va Ghislain. On va jouer dans quelques instants. Avant ça, j'aimerais savoir quelques petites choses sur vous. Si vous deviez conseiller des jeux rétro à des jeunes ou des moins jeunes, mais qui aimeraient justement s'essayer, quel jeu vous conseilleriez? Bon, Un Aurélien. jeu rétro. Alors là, tu me demandes de fouiller dans des après, milliers bon, de jeux. C'est ça. Après, c'est. Moi, est-ce des que- jeux passionnants avec une belle histoire, mais pas trop compliqué non plus, parce qu'on rappelle les sauvegardes avant, c'était chaud. Ouais. Maintenant, on y est habitué et ça peut vite faire rager. Je sais pas, est-ce que vous un avez jeu qui soit jouable aujourd'hui sur les consoles modernes? Oh, non, pas tant que ça. Peut-être qu'on peut trouver en émulation ou quoi. Moi, Quelqu'un qui aimerait s'essayer Moi, je un- conseillerais toujours aux joueurs jeunes qui n'ont pas connu certaines époques du jeu vidéo d'essayer un jeu qui a marqué son époque pour avoir été, par exemple, le premier de son genre. Tu vois, je pense à Dragon Quest. Le tout premier Dragon Quest, il faut y jouer pour comprendre comment est né le JRPG. Parce que c'est le premier JRPG C'est quoi il a JRPG tout inventé. Pour ceux qui ne connaissent pas. Le jeu de rôle japonais, Ah, le Japan RPG. Le J, c'est mais pas avec le des Japan. codes bien précis qui ne sont pas les mêmes que le jeu de rôle occidental à la Wizardry, Ultima. Tu vois, ça, c'est des jeux qui sont D'accord. sortis au début des années 80, alors que le JRPG, il a commencé en 86 avec Dragon Quest. Donc moi, je conseillerais aux jeunes de mettre un Dragon Quest, s'ils y ont accès en tout cas. C'était sur quelle Et console même si les c'est- premiers? Sur NES, Famicom, Ouais, ouais. NES, NES aux États-Unis, et il n'est pas sorti en Europe, il était sorti qu'aux États-Unis et au Japon. Et moi, j'ai la version NES, donc j'y joue sur NES. Mais si vous trouvez une version voilà, sur Switch, jouez-y. C'est peut-être un peu effrayant Archaïque, au ouais, c'est début. ça. On va trouver ça un peu archaïque. On progresse très 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 lentement sur la carte parce que les ennemis sont très vite très très difficiles. Donc il faut rester dans un périmètre en fait assez restreint au début et il faut faire Faut lever les, quoi. voilà. Farming. Et c'est comme ça qu'on jouait à l'époque. Donc il faut vivre cette expérience du level up et Ce qui est intéressant sur ce jeu-là, bon, en tout cas pour moi, c'était Akira Toriyama qui était Okara Design. Du coup, c'est Ouais, lui qui a fait Celui tout qui a fait Dragon Ball. exactement. et le papa de Koichi Dragon Ball. Sugiyama qui faisait la musique, qui était aussi un grand compositeur d'animé à l'époque et qui a fait ses premiers jeux avec Square. D'accord. Ouais. Ghislain, un Moi, jeu j'ai ou des toujours jeux du à mal. Alors là, conseiller c'est le gérant de l'Extra Life qui va parler, mais c'est vrai que j'ai plus tendance sur ce genre de choses à demander justement à la personne qui veut découvrir un jeu un peu quel genre d'expérience il veut. Est-ce qu'il veut quelque chose arcade? Est-ce qu'il veut être un jeu solo? Est-ce qu'il veut le jouer à deux, en coop, en versus, tu vois? Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de dire un jeu en particulier. Moi, mon jeu de cœur, ça va rester, je pense Sonic 2, vraiment, c'est un de mes jeux préférés. Ce qui est cool dans Sonic ou dans Mario en vrai, mais c'est que tu avais vraiment deux touches, quoi. Moi, alors dans Sonic, t'en avais même qu'une, c'était sauter. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu te déplaces et tu sautes. Dans Mario, bon, t'avais quand même la gestion de la course, des sauts et des envois de boules de feu. Donc, en fait, des fois, on pense que c'est facile. Moi, je vois, moi, c'est marrant. Tu vois, même Mario sur NES, par exemple. La dernière fois, je me faisais la réflexion on me conseiller un jeu pour débuter. Tu vois, moi, je dis Mario pour NES, sur Ouais. NES, tu vois. Bah, Mario, c'est le truc, le jeu quand tu le lances, tout le monde connaît et tout le monde sait jouer Eh bah non. instinctivement. Bah non, justement. Ah ouais Je me suis fait cette remarque-là. J'ai Moi, quelqu'un qui arrivait pas à comprendre la gestion de la course. Donc, au premier saut qui était un peu où il fallait courir et Ah sauter. oui, Ouais. appuyer sur le bouton De course De et de course. sauter, bah les gens n'avaient pas cette manière naturelle de se dire faut que je fasse ça, tu vois. C'est intéressant parce que c'est-à-dire que des personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement de Mario viennent quand même dans ce genre de café justement arrive. pour tester. Ça arrive. C'est super. Mais aujourd'hui, pareil, moi, t'as plein de jeunes qui vont jouer sur smartphone ou sur tablette, donc qui vont avoir le tactile, mais quand ils vont avoir une Mécanisme, manette ouais. dans les mains, je trouve que c'est perdu, Ouais. quoi. C'est Ouais, autre c'est un chose. apprentissage. J'ai eu aussi des gens qui n'avaient appris que sur clavier à jouer que sur Ouais. PC. Et quand tu leur as mis pour la première fois une manette dans les mains, ils étaient complètement déboussolés. Ouais.
ils avaient besoin. J'ai un ami comme ça qui jouait à Prince of Persia, et puis il avait besoin du clavier, retrouver les sensations de jeu en fait de Prince of Persia avec le clavier, avec la manette, il retrouvait trop dur quoi. Moi j'y jouais sur PS2, Prince of Persia. C'est peut-être plus tard que PS2. Alors t'as joué à Sable du Temps. Sable du Temps, ouais, il est super celui-là, j'adore. On a eu la chance de recevoir Jordan Mechner au café une fois, il était venu. C'est qui le créateur de Prince of Persia. Alors vraiment le tout premier sur Apple II, mais qui a travaillé aussi sur la version. Lisez son carnet de bord de Prince of Persia qui a été édité chez Third Editions. Il est super. Ah ouais. Quelle histoire passionnante. Pour vous, la meilleure licence de jeu, si on reprend, on part des débuts jusqu'à maintenant, une meilleure licence. Alors ça peut être du Mario, du Sonic, du Zelda, du Pokémon, j'en sais rien. Mais selon vous, là je pars personnellement. Alors moi, en vrai, avec ce genre de questions, j'ai toujours du mal. Alors autant j'ai un film de cœur, je pourrais en parler à fond en me disant c'est celui-là. C'est lequel? Terminator 2. Terminator 2, ok. Et en jeu? Mais en jeu, j'ai trop du mal à me dire. Là on parle d'une saga, enfin d'une licence. Réponds Terminator 2, ils vont le sortir là dans pas longtemps. Terminator 2D. Un néo rétro. 2D. Ouais. Ils ont mis un D parce qu'ils font un jeu en 2D. Ok, d'accord. Voilà, Terminator 2D. Bon. Voilà. Et toi, Aurélien? Ça a l'air cool. Moi, je vais pas être très original, forcément. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis tombé dans Nintendo avec la NES. J'ai joué à Zelda, donc forcément, j'avais Zelda 1, Zelda 2, et voilà, je suis tombé complètement amoureux de la licence Zelda, et c'est vraiment mes jeux préférés aujourd'hui. Et veuillez m'excuser encore une fois pour cette interruption en plein milieu de cet épisode exceptionnel d'À Contretemps. C'était pour vous prévenir qu'à partir de maintenant, nous ne verrons plus Aurélien. C'est pas parce qu'il est parti, c'est juste que la caméra a lâché. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, ça fait 2 épisodes, Robin, il serait temps quand même de racheter une caméra. C'est ce que je suis en train de faire. Donc à partir de maintenant, Aurélien sera symbolisé par cette petite photo, et lorsqu'il parlera, ce sera ce petit spectre qui va bouger. Voilà, je vous laisse profiter de la fin de l'épisode et puis restez là parce qu'on va jouer dans un instant ensemble. Et petite trêve, on parle pas rétro gaming, mais les nouveaux Zelda, les Breath of the Wild et tout, t'en penses quoi? Tears of the Kingdom? J'ai adoré Breath of the Wild. Alors Tears of the Kingdom, j'y ai pas joué encore parce que j'ai des jeux en retard. Ah oui, c'est ce que c'est. Mais j'y jouerai sans doute peut-être sur Switch 2 si je passe à la Switch 2, je verrai. Mais effectivement, Breath of the Wild, c'est une nouvelle évolution du jeu. Et les musiques? Alors les musiques, c'est très particulier. C'est pareil, c'est une nouvelle évolution aussi parce que Skyward Sword, en fait, c'était le premier jeu à utiliser massivement de la musique orchestrale, de la musique enregistrée avec un vrai orchestre. Et ils se sont vite rendus compte en fait de la limite de ce principe, c'est que tu peux pas enregistrer toute la musique du jeu vidéo et tu peux pas la rendre hyper dynamique aussi, elle peut pas réagir en fonction des actions du joueur comme tu aimerais. Donc sur le deuxième, ils ont été obligés de revoir un peu à la baisse les musiques orchestrales, d'en faire un petit peu moins et plus d'enregistrer avec peu d'instruments, avec un orchestre restreint. Ok, donc pour Breath of the Wild. Breath of the Wild, voilà. Je trouve ça épique. C'est pourtant une musique plus intime, plus restreinte que Skyward Sword. Moins impressionnante si tu l'écoutes en dehors du jeu. Des fois, tu as juste une petite ligne de piano, des petites notes de piano qui s'envolent comme ça. Vrai. Après, c'est surtout deux instruments. Ça donne envie de le refaire pour s'en rendre compte, quoi, parce que les bruits du vent. Moi, c'est ça c'est ces choses-là qui m'ont marqué. Et ça met en valeur du vent, un peu de piano, un peu de. Ça met en valeur l'univers sonore naturel du jeu. Le fait d'avoir peu d'instruments qui couvrent pas les sons du jeu, ça permet d'un meilleur équilibre aussi entre l'univers sonore et la narration musicale. Super intéressant. Sur les cinématiques, les moments forts du jeu, tu as de nouveau un grand orchestre avec un chœur et des moments très très forts comme ça à la Zelda, quoi. Donc on part sur du Zelda et sur Terminator en licence. Je sais pas si filmique, oui. Après, comme je dis, j'ai vraiment du mal moi à mettre une licence au-dessus d'une autre parce que j'aime beaucoup Street Fighter, par exemple. Tu vois, Street Fighter, c'est une grosse licence. Sonic. Sonic, t'as suivi les derniers jeux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'évolution de la licence Sonic, par exemple? Ça m'attriste, hein, je vais pas te mentir. Je suis très triste. Frontier, c'était pas mal quand même. Moi, j'ai bien aimé Frontier. Frontier, moi, je suis hyper mitigé parce qu'ils vont pas au bout des choses dans le sens où t'as 2 jeux différents. C'est-à-dire que t'as 2 jeux en un. Ouais. T'as la partie qui est hyper onirique où t'es dans ton monde ouvert et tu découvres un super monde, et puis on te fait faire
des défis comme si tu étais dans un jeu de plateforme et ça casse le rythme. Quoi. Bah, en fait, je pense qu'ils ont voulu imiter un peu Zelda, tu vois, le monde ouvert et le donjon. En fait, tu as l'impression de rentrer. C'est une sorte de donjon. J'aurais préféré un vrai donjon plutôt Sonic. que de me dire je me retrouve dans un jeu de plateforme. Si je veux un jeu de Sonic plateforme, je vais acheter un jeu de Sonic plateforme adapté pour quoi. Et après, c'est pas nouveau parce que c'était déjà un peu le cas de Sonic Adventure sur Dreamcast. Tu avais ces phases d'aventure dans un monde, dans un univers qui était moins ouvert, mais qui était quand même. Je suis d'accord, mais je trouve que ça, justement, la version Sonic Adventure te met sur des vrais, entre guillemets, mini-jeux ou des vrais défis qui sont intégrés dans le jeu. Là, dans Frontiers, je trouve que, je te dis, tu t'es vraiment transposé dans un jeu de plateforme et dans un jeu d'aventure en même temps. Ouais. Et je trouve que le mix, je sais pas si c'est par peur ou par maladresse ou je sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus. Ça fonctionne pas aussi bien que ça aurait dû. Ouais. Mais j'aime beaucoup la partie Sonic, c'est une licence qui se cherche beaucoup. qui se remet en. Mais depuis qu'elle est passée en 3D, elle a jamais réussi. Je trouve. Mais moi, je trouve que c'est pas ça qui la rend passionnante, justement, le fait qu'elle ait essayé plein de choses très audacieuses, des choses très différentes. Mais ça, c'est peut-être propre à Sega aussi. Sega, je dis pour moi, qui a été très. Qui était très peu. Alors, en fait, quand tu regardes un peu le background de Sega, je trouve que voilà, il était très arcade, effectivement. Et ce que j'aime bien, c'est que par exemple, Mario, aujourd'hui, Mario, il a plus de preuves à faire. Il a réussi son parcours. Mais moi, ce que je reproche à Nintendo, c'est qu'il reste campé sur Mario. Ils savent faire leur jeu, mais il n'y a que Mario. Il y a Mario, tellement de licences qu'on aimerait revoir. Ou des licences de temps en temps, ils en créer, lâchent. quoi. Moi, je veux dire, à l'époque de Sega, tu voulais un jeu de bagnole, t'avais Outrun, tu voulais un autre jeu de bagnole, t'avais Sega Rally, t'avais Daytona USA, t'avais vraiment Virtua Racing. Voilà, dès qu'ils te sortaient un jeu de bagnole, c'était pas genre Sonic Kart. C'était vraiment, t'avais des jeux de licences différentes. C'est ça que j'aimais beaucoup pour moi, là. Alors, je vais pas dire à la force de Sega parce qu'ils sont plus là, mais ce que j'aimais beaucoup chez eux, c'était vraiment ça, ce côté à t'apporter différentes licences, à être dans l'innovation, la création, alors que Nintendo se repose effectivement sur une licence forte. Et pourtant, ils ont plein de licences. Ils sont très riches. Oui, ça c'est sûr qu'ils ont plein de licences et ça se voit quand on voit les Smash Bros. Oui, il y a énormément de licences à l'intérieur et moi il y en a plein que je ne connais pas mais que j'aimerais d'autres studios qui redécouvrir. s'invitent aussi, mais Oui. Kid Icarus par exemple, il a été relancé grâce à ça, grâce à Smash Bros sur Wii, et du coup ils ont développé un jeu qui finalement est sorti sur 3DS. Le Pricing, qui était un très bon jeu. Et Kid Icarus, moi c'est un jeu de mon enfance, donc j'étais super content de le revoir. Moi, même s'il n'a rien à voir entre la version 3DS et la version. Non, mais le fait de retrouver le personnage, Oui, les ennemis, l'univers, la musique. Revient sur la musique, c'est le même thème aussi depuis 86. On y revient sur le côté nostalgique. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis, que ce soit en commentaire ou même sur l'Instagram de À Contretemps. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages. Les amis, j'aimerais qu'on joue pour terminer cet épisode. On parlait de musique de jeux vidéo. J'ai préparé un jeu très compliqué. Je crois que personne l'a déjà fait encore. C'est un blind test. Oh là là, je sais pas si vous connaissez le principe. J'ai pris 10 morceaux de jeux vidéo. Il y en a des cultes, il y en a des très faciles, il y en a des un petit peu moins faciles. Et moi, je vais t'en laisser quand même. Et moi, des complètement moins. Il y en a plein que je ne connais pas. Mais n'hésitez pas à jouer chez vous et vous nous mettrez le score en commentaire. Attention, le premier morceau. Je vais monter le son quand même. Je vais me faire éclater. Mario 1. Je te laisse les faciles. Mario 1, c'est le 1. Hein. Mario, ok. En plus, alors je peux rajouter une petite nuance. En plus, j'ai l'impression, du peu que j'ai écouté, que c'est la version Famicom. Parce que le son a l'air d'être un petit peu plus. Non, je pense que c'est simplement qu'il est mal émulé, ouais. Ok. Mais je peux pas reconnaître. Attention, le deuxième, ça peut aller vite. Est-ce que ça serait pas Tetris? Je te laisse, j'ai dit, je te laisse les faciles. Est-ce qu'il y a que des faciles? Alors, il y a un film qui est sorti sur l'histoire de Tetris, tu l'as vu? Produit par Apple. Ouais. Moi, je l'ai trouvé super et je savais pas, mais en fait, Tetris, c'est une musique russe à la base. Oui. C'est une musique du corps de l'armée, mais j'allais dire du C'est ruban rouge. Non, c'est pas le ruban. C'est un air célèbre russe, ouais. Oui. Ok, donc Tetris. Attention, troisième extrait. Jusque-là, ça va. Bah, on me laisse. Je sais pas. Est-ce que ça serait pas The Legend of Zelda A Link to the Past? Je ne sais pas. Eh oui, j'avais dit qu'il allait en avoir des faciles. Le son est particulier sur Super Nintendo par rapport aux autres consoles parce que c'était que des samples MIDI. Et il y avait plusieurs canaux pour les samples MIDI et c'était pas du son
comme sur la Mega Drive. La FM permettait des choses différentes en fait du MIDI. Ouais. Synthétiseur Mega Drive, là, c'était C'est Yamaha, super. je crois. Ouais, en fait, pour pas rentrer trop dans les détails techniques, c'était de la modulation de fréquence sur Mega Drive. Sega avait plutôt opté sur cette technologie et sur Super Nintendo, c'était donc du sample. Ok, d'accord. On passe au 4e extrait. C'est parti. Est-ce que je te le laisse? Est-ce que là, je prends tout de suite? Alors c'est Sonic, ouais, c'est le premier en plus, j'ai l'impression. Ouais. Green Hill Zone C'est Sonic the... et Geog. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le premier niveau, c'est ça. ouais, c'est le plus Ouais. connu. Et le morceau s'appelle Green Hill Zone. Green Hill Zone, voilà. Voilà. Qui a été d'ailleurs repris dans le premier film par le compositeur, comment il s'appelle, Tom Holkenborg. Ah, je sais qu'on parlait du film dernièrement en plus. Là. Vous en pensez quoi du film? Juste un avis rapide. Alors, le premier, j'ai beaucoup aimé. Je suis de plus en plus déçu. J'ai pas vu le 3. J'ai bah vu moi, le c'est 2, l'inverse. j'ai été déçu. Ah ouais. Moi, j'ai vu moi, que le c'est- premier. Moi, je Le premier, je trouvais, il y avait un côté Roger Rabbit. C'était sympa. C'est le duo entre le cartoon et l'homme. Mais Alors, je suis d'accord avec ça, mais je me suis ennuyé sur le premier. c'est vrai. Ok. Sur le 2, je me suis beaucoup ennuyé, mais j'ai beaucoup aimé l'introduction de Knuckles qui arrivait dans D'accord. le truc. Et le 3, par contre, pas Ah. masterclass, mais pépite. Le 3, c'est le mieux. Ah, pépite. Ah, bon, bah. Pépite. Alors j'ai pas vu le 3. Moi, j'ai vu mais que le 1, J'ai été donc, déçu par le 2 parce que, comme je disais, le compositeur, donc Tom Holkenborg, Junkie XL, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là, il a eu un orchestre sur le premier film et il a pas eu l'orchestre sur le deuxième. D'accord. Ouais, Donc sur c'est- l'aspect sonore, ça. Donc c'est très décevant une musique de film synthétique sur un Sonic, Ah. sur un jeu aussi. C'est vrai que j'ai pas trop cet Sur un film aspect-là. tiré toujours d'un en jeu tête. aussi iconique. Et le 3, j'ai pas écouté. J'ai pas Pour la bande son, je vais pas m'avancer. Mais Moi, ça m'a gêné pendant le visionnage du film. non, je veux dire, non, franchement, le 3, que ce soit sur les refs, que ce soit sur l'acting, il y a tout qui va, franchement. C'est vrai. Ouais, Bon. ouais, ouais. Bon, Eh ben, on il ira le s'adresse- il voir. s'adresse J'aime bien aux fans, Shadow quoi. en plus. À voir. Ok. On ira le voir. Attention, 5e extrait. On est toujours dans le blind test jeu vidéo. Ça va commencer à se durcir un petit peu. Alors. On est plus sur les main thèmes là. C'est de la NES et c'est- Ouais, c'est le son NES, c'est sûr. J'ai envie de vous dire non. Ah bon? Je sais pas Ah, au si Game c'est Boy, l'enregistrement. C'est de la Game Ah, Boy. Game Boy, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est plus Ouais, ouais, riche. ça ouais. ressemble- ouais, c'est- Ah, c'est pas Gargoyle's Quest? Non. Non. Ça Castlevania. ressemble un peu. Castlevania, non. Ah, le début, je l'ai. Le morceau s'appelle Battle Theme. Ah. Ah bah Pokémon. 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 Ah bah voilà, Rouge c'est bleu. pour ça. Ah mais oui, Mais, ça y est, c'est ça. Pokémon, il y a des pardon. sonorités qui Ah là ressemblaient là, à Pokémon, Gargoyle's mais oui, Quest. ça y est, Battle Theme, mais oui. Ouais. J'ai réussi à vous, Ah ouais, à bien vous joué, prendre, bien ça me joué, fait bien joué. plaisir. Tu vois comme quoi on peut confondre un peu NES et Game Boy. Ah oui, mais ce qui est marrant, c'est que toi, c'est à la sonorité que tu te dis, ah, c'est sur console et tout. Bah ouais, chaque puce avait sa sonorité propre. Non, mais ça se voit, on voit les professionnels. Non, On arrive au c'est de la nostalgie. 6e extrait. C'est parti. En fait, ça- Ah ouais, c'est facile. Hello, Ken. Et ça doit être Ça, c'est la arcade. version Arcade ou ouais arcade ouais parce que Super je reconnais Nintendo- pas Street Fighter non, je 2, reconnais autre. pas le son de la Super Nintendo. Alors, je Et peux c'est pas vous Mega dire. Drive, et c'est pas Mega Drive. Hein. Ouais, Non. en Il tout y a cas, écrit c'est Street arcade. Fighter 2. Ah ouais, ou, bah, Super, arcade. ou Super Nintendo. Ou arcade. Hein. C'est la C'est version pas le arcade. son de la Super NES ouais, Non. non. Street Fighter. Je crois que tu peux écouter la musique intégrale du jeu sur la compilation des 30 ans en fait qui est Ah, sortie ouais. sur Switch. T'as un jukebox où tu peux écouter les musiques de tous les jeux. Tous. Mais version arcade par Ok, contre. ok. On y va, on arrive au 7e extrait. Ah bah là, je l'ai dit tout à l'heure. Là. Je connais ça ouais. Ouais, je l'ai moi. Tu l'as pas, Aurélien? Si mais Ça te vient pas. Je l'ai dit tout à l'heure. J'y ai sur joué Pokémon Castlevania. récemment. Castlevania, ouais. Castlevania, c'est C'est sûr. quoi Ouais. Castlevania? Je ne connais pas. Comment tu expliquerais en 3 mots? Alors les premiers, l'origine. Alors en plus, c'est ce qui est marrant, c'est en 3 mots. Alors pardon, en 3 mots. Oui, Jeu d'aventure. C'est un jeu d'aventure, ok. Sur le thème vampirique, tout simplement. Alors c'était un peu plus plateforme au début, mais ça a donné c'est devenu un genre de jeu. Comme on dit un Doom-like un petit peu pour les jeux FPS. Donc Ok. tout ce qui était, tout ce qui est devenu. Alors comment t'appelles ça aujourd'hui? T'appelles ça un Metroidvania. En fait, t'avais oui, Metroid. ok. En fait, un Metroid et Castlevania qui a Ok. donné le nom à Metroidvania. En fait. Et C'est un c'était genre de la jeu. musique du 1, c'est ça?
Je pense. Je pense que toi, J'ai pas de. pareil, je sais plus si c'était Il n'y a NES pas écrit ou- 2. NES, il y a écrit. Ah, NES, D'accord, moi j'ai donc- hésité entre Game Boy ou NES encore, mais ça doit être le premier. Ouais, il y en a eu sur Game Boy aussi. Écrit NES, Vampire Complique les Killer. choses. Attention, 8e extrait. Alors je l'ai. Ouais, je vais connais l'avoir. aussi. Ça, c'est. Ah, ça y est, c'est je l'ai, musique je l'ai, Super ça y est, je Nintendo, l'ai. ça. Ouais, je l'ai, c'est bon. Oui, Je c'est l'ai. super. Bah, tu reconnais le son. C'est un monde aquatique. Exactement. Je sais. Un monde aquatique Oui. sur Super Nintendo. Ouais. Le morceau s'appelle Aquatic Ambiance. Ah, bah oui, c'est Donkey Kong Country. Exactement. C'est ça. Oui. Bravo. ouais. Ok, contré. On se souvient que de ce morceau en plus. Ah, c'est un après le des jeu. plus connus. Ouais. Ah, Bravo, le- bravo. Le premier. David Wise, le compositeur. Ah, bon, alors là, 10-0 pour moi, je sais pas du tout qui l'avait fait. Non, mais au moins on apprend Moi, des pour choses. les- 0. Il reste 2 extraits. Allez, go. Là, je- c'est Final Fantasy. Exactement. Mais lequel Bon, après, c'est ça, généralement, c'est générique, c'est quand tu trouves les Super items. Nintendo. Ouais, ça, c'est la victoire de Ouais. fin de combat. C'est peut-être plus le 7, non Final Fantasy 7 Ouais, c'est ça. Moi, il y a écrit 7. Ouais, 7, ouais. Voilà. Vu la C'est pas sonorité. c'est pas Super Nintendo. Victory Fanfare. Et c'est ça, mais en fait, c'est une thématique qui a été dans plusieurs Final Ouais. Fantasy dès que. Alors qu'à l'époque, ils auraient pu le faire avec un orchestre. Nanana. La Ouais, à concurrence l'époque. le faisait. Même Bah, ça coûtait Final trop. Fantasy 7. coûtait plus Ah oui, cher, 7, oui. On en fait un dernier. Let's go. C'est parti. Chrono Trigger. Ah, bien. Bravo. Bien Ah joué. oui, Ah, c'est un- ouais. c'est un de mes jeux préférés. Ah, bien joué. Qu'est-ce que c'est Chrono Trigger? Alors Chrono Trigger, c'est un RPG qui a été développé par Square et Enix à l'époque, alors qu'ils n'avaient pas encore fusionné. Et bah pareil, tu as des designs de Akira Toriyama. Toujours ce que j'allais dire. En fait, tu as le meilleur de Dragon Quest et de Final Fantasy, C'est ça. avec une histoire à la Retour vers le futur. C'est génial. Oh, wow. Les personnages sont passionnants. Tu t'attaches à eux. Tu as envie qu'il se passe des choses dans leur vie. C'est vraiment, pour moi, et ça, c'est typiquement le genre de jeu que tu peux encore jouer aujourd'hui, même si tu n'as pas connu à l'époque, et qui te procure un maximum de plaisir. Quoi. Une Même très si bonne c'est alternative peut-être à un petit Zelda, peu c'est exigeant sûr. au niveau des combats. Franchement, Ah, bravo. peut-être justement les remasters sont peut-être plus intéressants pour avoir des points de sauvegarde plus faciles ou une gestion des objets, des menus un peu plus faciles aujourd'hui qu'effectivement si tu joues au jeu d'origine c'est peut-être un peu plus archaïque. Pour ceux qui n'aiment pas trop les points de sauvegarde, ça ils peuvent jouer sur émulateur et puis faire du save state. C'est ça, sauvegarder quand tu veux. Et le compositeur, c'était sa toute première musique de jeu vidéo. Il s'appelle Yasunori Mitsuda. Et il est devenu une vedette, quoi, une star au Japon en tout cas. Nous, on le connaît bien aussi dans le cercle des jeux vidéo en France, mais il a fait d'autres grands jeux ensuite. J'imagine que toutes ces histoires-là, vous allez pouvoir les retrouver dans ce livre Symphonie pour Pixel, une histoire de la musique de jeux vidéo chez Omake Books. Merci encore Aurélien Simon d'être passé nous voir, Merci d'avoir à participé à toi. cet épisode. Ghislain aussi. Aurélien, des livres toujours disponibles et tu n'écris pas que sur le jeu vidéo, sur les séries, sur le cinéma, tu as Ouais. écrit sur Star Wars, sur Spielberg. Ouais, j'ai un livre sur les séries Star Wars qui sort là à la fin du mois, 30 Et avril. Ouais, donc le 30 avril. Ouais. Ok, Et ça parle de musique aussi. très bien. Et pour toi, Ghislain, l'Extra Life Café, toujours Les ouvert. 10 ans donc du coup. Les 10 ans, il y a un truc de spécial pour les 10 ans? Oh, On peut venir ou pas? Oui, on peut venir. Pour l'instant, il n'y a rien qui est encore On tout viendra. défini, mais on travaille dessus. Donc là. si vous avez envie de faire un petit jeu de société en buvant un milkshake ou pourquoi pas aller jouer sur des bornes d'arcade ou vous essayez aux anciennes consoles et vous ne savez pas par quel jeu commencer, vous allez à l'Extra Life Café, vous allez voir Ghislain et il va vous orienter sur un jeu Mario, mais attention, il faut savoir y jouer. Deux touches. De touche. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Dispo encore une fois sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Le lien Tipeee est dans la description si vous avez envie de contribuer à l'expansion de ce podcast qui est indépendant. Et puis le format l'entre-deux qui est toujours dispo une semaine sur deux. C'est un format un peu plus intimiste avec une seule personne et on revient sur ses souvenirs pop culture de son enfance à aujourd'hui. Ghislain, Aurélien, merci beaucoup. Et merci au dernier Merci à bar toi. avant la fin du monde de nous accueillir dans cet endroit magnifique. Et à bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode d'À Contretemps. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités et un nouveau sujet pop culture. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on traite ici, ça se passe sur l'Instagram du podcast À Contretemps. Je vous ai tout mis en description, allez-y. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Ah oui, ça serait quand même dommage de passer à côté.